Hello la team, comment ça va? Comment ça va, Capette? Écoute, moi ça va, le marché, pas trop. Nous sommes le lundi 3 novembre, le marché fait paniquer un petit peu comme le 10 octobre, je dirais. Des altcoins qui sont dans un état minable. On va pouvoir en parler aujourd'hui. Et toi, comment tu vas, frérot? Écoute, ça va, ça profite un petit peu de la vie à Bali, ça fait plein de trucs différents et tout, donc ça fait du bien de prendre un petit peu l'air, de voir d'autres choses que le marché, surtout dans Ouais. ces conditions-là. Et au final moins exposé au marché que par le passé, toujours exposé quand même. Hype qui se porte relativement bien par rapport à tout le reste, donc Ouais, je suis d'accord. c'est au moins ça d'une certaine manière. Mais sinon, voilà, écoute, ça bosse bien, ça prend un petit peu le soleil, ça essaye de se changer les idées, et puis ça regarde Twitter, hein, comme d'habitude, parce qu'on est bien attaché quand même à ce marché-là. Donc voilà, Super. je regarde un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui arrive. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses aussi cette semaine. Il y a Sizi qui fait le malin, il y a Ouais. Balancer qui s'est fait exploit, il y a eu la sale méga ETH, il y a eu plus de taxes en France qu'il aurait cru. Visiblement, ouais. Il y a eu pas mal de choses. Donc voilà, mais voilà, le divertissement est toujours là. C'est juste que je pense qu'il plaît pas à tout le monde, qu'on se le dise. Clairement. Bah, de toute façon, il est horrible ce marché et c'est pour ça, je sais pas. Bon, dans le chat, on aura beaucoup d'habitués, peut-être sur YouTube des gens moins habitués. Pour commencer cette émission, il faut bien comprendre que les altcoins, c'était mieux avant. On a quelques altcoins qui résistent mieux par moment pour une raison X ou Y. Il a parlé d'Hyperliquid qui baisse, hein, comme tout le monde, mais qui baisse peut-être de manière moins violente parce que les gens sont accrochés à leur bac, parce qu'il y a les buybacks, etc. Mais faut bien comprendre que vous allez lire sur les réseaux sociaux, oui, c'est comme d'hab, Altizone, ça va repartir. Ne jamais dire jamais, peut-être. Mais moi, le retour que j'en ferai, c'est que par rapport au cycle précédent, on baigne plus dans une période où, en fait, on se masturbe sur un potentiel futur, on se dit c'est une révolution, etc. On a retourné les altcoins dans tous les sens, on a créé toutes sortes d'économies autour des altcoins, à base d'inflation, de staking, de tout ce que tu veux. On a compris qu'il y a des altcoins pour tout et n'importe quoi, ça ne sert à rien. La blockchain appliquée à tout et n'importe quoi, ça ne sert à rien. Et surtout, plus il y a d'altcoins, moins les marchés sont liquides. Il y a de plus en plus d'exchanges, de plus en plus d'altcoins. Et en fait, dès que ça commence à baisser un peu fort, en fait, il n'y a aucune demande en face, les prix s'explosent. Donc voilà, maintenant, on a compris la leçon. Hein. C'est ce qu'on vous dit un petit peu à chaque émission. Léo, il vous dit plutôt BTC hype, avec pourquoi pas un peu d'Ethereum, Sol. Moi, je dis pareil, BTC, ETH, Sol, hype, pump. Mais bon, même pump, buyback ou pas buyback, il baisse comme les autres. Hein. Et le reste, bah, franchement, bonne chance. Hein. On a eu des rebonds sur des cochonneries, type PIC pour le narratif de la robotique. On a eu des jetons liés à la privacy qui ont pumpé parce que tu as Zcash qui a pumpé, alors tu as eu des bêta-plates Zcash qui ont pumpé. Mais regardez, ça a été ravalé aussitôt. Et Léo en a parlé lors de cette introduction. Aster qui était en train de fondre comme le sucre jusqu'à 90 centimes de dollars l'unité. On a Sizi qui fait un tweet qui le repousse à au-dessus des 1,2 dollars. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Très probablement plein de gens qui se sont dit « Ah bah Sizi, on en a reparlé, on est reparti comme en 40. » Et puis regardez, ça a été ravalé aussitôt. Donc tout ça pour vous dire que les altcoins en l'état, ça pue la merde. Voilà, faut dire ce qui est. Ça pue complètement la merde. Non, mais bah, c'est ça. Et puis, honnêtement, c'est facile à dire, mais j'ai quand même partagé pas mal de choses publiquement. C'est que, bah, en fait, là où il y a eu, entre guillemets, l'opportunité générationnelle, en tout cas de cette année en TradFi, c'est le moment où moi j'ai commencé à placer des grosses billes, tu vois. Et au Ouais. final, mon portfolio actions, ETF, etc., il a fait que monter. Genre, il a fait que monter sans aucun dip. Alors, évidemment, il y a des trucs qui ont moins bien performé que d'autres. Je pense notamment à stratégie où je suis en légère perte. Mais sinon, sur tout le reste, sur tous les ETF, sur toutes les actions, j'ai fait des perfs de malade mental. Google, je me demande si je suis pas en plus 60 ou plus 80%. Amazon, j'ai fait une belle perf. Nvidia, je crois que je suis quasiment au x2. Enfin, des le S&P, je l'ai acheté au bottom. Après, il y a eu l'euro qui a bien performé, donc j'ai pas pris une aussi grosse amplitude que le dollar, mais c'est quand même très bien passé pour moi. Et en fait, c'est ça
En soi, je me suis diversifié, j'ai baissé aussi un petit peu mon... ouais, je pense que action, TradFi, etc., c'est pas non plus... Apparemment, je bug. Ouais, moi je t'entends bien, c'est peut-être ça décroche par moment, mais continue, t'inquiète. Il parle de TradFi et du fait qu'il s'en sort bien sur les actions en bourse. Continue, t'inquiète pas. Ok. Non, mais voilà. Et en fait, en soi, le call, entre guillemets, TradFi, etc., je l'ai fait encore une fois en public. Hein, je sais pas si tu t'en souviens. Et c'était le moment où j'avais buy le dip comme un zinzin sur Hype. J'avais buy le dip sur à peu près tous les trucs qui me paraissaient bien. Et au final, c'est ça qui m'a... Enfin, je pense que si je regarde en arrière par rapport à cette année, moi, ce qui m'a fait exploser ma performance, c'est le fait d'avoir été en stablecoin avant le gros dip. Et d'avoir capitalisé sur la TradFi et Hype quand tout était bas et après j'ai surfé et du coup ça me permet en ce moment par exemple c'est pas le moment où genre je fais clairement la plus grosse performance parce que globalement le marché baisse et que je suis pas forcément sur les produits dérivés, mais ça m'a beaucoup aidé sur cette année à gérer un petit peu mon exposition au marché, à prendre moins de drawdown, etc. et à relativiser les choses. Et voilà. Et maintenant, j'avoue que moi, honnêtement, je me prends plus trop la tête. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours à fond sur les altcoins. Je regarde, mais franchement, je suis plus aussi intéressé qu'avant, en fait. Parce Mais que clairement. en soi, maintenant, en fait, même si, par exemple, tu as des altcoins qui peuvent avoir des narratives intéressantes et où ça peut un peu partir dans tous les sens, maintenant, tu as des trucs avec des buybacks. Et on parlait souvent de hype, mais par exemple, il y a Pump Fun, que je regarde beaucoup en ce moment aussi, parce que Pump Fun, ils ont des buybacks d'enfoirés, quoi. Je crois qu'ils Entre 1 et 1,5 rachètent pour million. 10 ou 4. Ouais, ils ont déjà racheté 10% du 5 supply. millions par jour. Donc, c'est big. Après, à voir s'ils respectent leurs engagements, etc. J'ai vu qu'ils ont changé de bannière. Peut-être qu'il y a un airdrop. Peut-être que ça va... Peut-être on me dit que je coupe encore. Moi, je t'entends bien, mais écoute, ouais. continue, frérot. Si c'est ta côte, de toute façon, tu peux rien y faire. Ouais. Mais en tout cas, en partant de ce principe-là, voilà, moi, je suis plutôt content et je me concentre sur les trucs qui ont vraiment du revenu et qui te donnent, d'une certaine manière, des garanties. Alors, c'est pas des garanties à moyen long terme, mais c'est un peu plus... En tout cas, c'est plus de garanties que sur le reste. Parce que factuellement, même si les revenus baissent, tu sais que tu as un jeton qui est buyback, en fait, et où le revenu est fini dans le jeton et un truc... En plus, factuellement, au-delà du buyback et de la pression acheteuse que ça impacte et que ça amène, bah en fait, ça crée un effet où bah en fait, tout le monde se dit que ça buyback et tout le monde regarde ça encore plus que le reste. Et donc, tu peux peut-être t'attendre à ce que ce soit quelque chose qui résiste mieux que le reste. Et parce que Hype a beaucoup de buyback et parce que Pump a beaucoup de buyback et parce que ces jetons-là ont du buyback, bah, c'est des jetons qui ont plus de mindshare ou en tout cas qui sont beaucoup plus surveillés que tout le reste et qui sont oubliés. Et par exemple, on en parlait juste avant le stream, je vois, il y a quelqu'un qui parle de ENA dans le chat. Et ENA, pour moi, c'est un super protocole, ils font des revenus de zinzin, etc. Mais c'est un jeton qui me donne zéro envie. Pourquoi ? Parce que juste en fait, la capitalisation s'est appréciée, mais le prix c'est pas vraiment apprécié. Ou en tout cas, il s'est apprécié plus à court terme qu'à long terme. Alors que la capitalisation, elle a explosé au travers du temps. Et donc en fait, c'est parce qu'il y a eu des émissions, parce qu'il y a eu des unlocks, etc. Alors qu'au final, c'est un protocole incroyable qui fait genre des revenus, qui est utile, que voilà, qui est utile, enfin que les gens utilisent en DeFi, etc. Mais c'est juste que je sais pas en fait. Et en fait, c'est toujours la même chose. C'est au-delà du protocole sur lequel vous vous placez, est-ce que les tokenomics sont intéressantes ? Est-ce que le jeton a un intérêt ? Et est-ce que il y a de la dilution à l'avenir ? Est-ce qu'il y a de l'unlock ? Est-ce qu'il y a toutes ces choses-là en fait ? Et on est dans un marché qui est beaucoup plus exigeant qu'auparavant. Et du coup, bah moi, j'en prends note et j'essaie de me placer sur les choses où j'ai le plus de garanties. Souvent, il y a moins de ROI à aller chercher parce que c'est des choses c'est des cryptos qui sont déjà assez bien capitalisés, mais c'est des choses que je me vois beaucoup plus facilement hold dans le temps que tout le reste où c'est vraiment gambling, où tu espères que la narrative répète et que le truc fasse un x5, x10 assez rapidement et puis c'est ta porte de sortie, quoi, globalement. Ouais. De toute façon, c'est horrible parce que tu peux rien hold en fait sur ce marché. Tu peux rien hold, à part BTC. Et tu vois, même Tao,
DAO qui est intéressant, ça marche bien, genre il se passe des choses, il y a un écosystème, etc. Mais moi, j'étais un peu rebuté par le token. Alors, enfin, je regarde, je cherche peut-être à me positionner, etc. Mais en fait, le problème, c'est que il y a quand même beaucoup d'émissions, en fait. Et il faut toujours regarder ça par rapport au buyback. C'est-à-dire que même si, par exemple, tu as un projet qui a un buyback qui est incroyable, bah, un buyback qui est incroyable face à juste de l'émission de token, bah, ça se trouve, ton buyback, il est 2 fois moins puissant qu'il n'y paraît, tu vois. Peut-être 3 fois ou 4 fois moins puissant. Et ça, c'est ça le vrai problème. On parlait aussi de Hyperswap la dernière fois. Il y a des beaux buybacks, mais il y a aussi de l'émission, tu vois. Alors, c'est vesté, etc., avec les XSwap, donc faut regarder, mais c'est des choses à prendre en note. Encore une fois, je cite le nom, mais c'est pas du tout péjoratif ou positif, c'est juste un exemple factuel. Donc, c'est pour ça qu'il faut à la fois regarder le projet, est-ce qu'il est intéressant, est-ce qu'il est solide, ensuite les revenus, est-ce que derrière ces revenus sont utilisés pour le buyback, et ensuite, est-ce que le jeton a une valeur, et est-ce qu'il te donne droit à quelque chose, ou est-ce qu'il y a de la valeur qui repasse au travers de lui, et au-delà de ça, est-ce qu'il y a des unlocks, et au-delà de ça, est-ce qu'il va y avoir de l'émission de jetons par des récompenses, du liquid mining, etc. Et est-ce que ça peut impacter la pression acheteuse qui est entre guillemets promise ou dont les fondateurs font la promotion peut-être sur les réseaux sociaux, tu vois. Et je parlais d'Hyperswap, mais c'est la même chose pour ENA d'une certaine manière. ENA qui a un product market fit de malade, encore une fois, ENA c'est vraiment incroyable. Mais ENA, moi, je m'y retrouve pas. Et s'il y avait moins d'unlock, moins d'incentive, etc., je me verrais davantage hold d'un truc comme Ethena. Mais actuellement, j'y arrive pas. Tout simplement, j'arrive pas, en fait. Je peux peut-être montrer l'écran vite fait. Hop. Voilà, je pense que vous voyez. Mais donc ça, c'est le prix. Et ça, c'est la market cap, tu vois. Attends, ça n'a rien à voir. Pour le market cap. Attends. Voilà, market cap. Tu vois, market cap, on est dans une tendance haussière, factuellement. Prix, on est dans une tendance baissière. Genre les deux charts sont littéralement opposés, en fait. Donc, à surveiller. Et voilà, je te laisse reprendre peut-être sur ça. Ouais, il n'y a pas de souci. Bah écoute, quand vous nous écoutez, vous dites oui, bah c'est bien, après coup, vous n'avez pas parlé forcément de stratégie de sortie et tout. Alors, il y a un truc qui est important, c'est que nous, on ne peut pas faire de trading à votre place. Hein. On n'achète pas votre place, on ne vend pas à votre place. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'en termes de stratégie, Picsou, de son côté sur Twitter, il est quand même vachement transparent sur ce qu'il fait, que ce soit ses achats, ses ventes, les timings. Moi, vous voyez, je vous parle de manière régulière de crypto, mais contrairement à ce que il y a 4 ans, il y a 3 ans ou quoi, je parle quasiment plus de ticker, parce qu'en fait, ce marché, je ne vois qu'un champ de mine, quoi. Je m'y retrouve pas du tout. Alors, avant, j'étais sur des pré-sales, donc j'allais pas vous donner des tickers de jetons que vous allez de toute façon pas être en capacité d'acheter, mais c'est juste qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui surperforme BTC ou Hype. Moi, je crois pas en grand-chose, quoi. Tout ce que j'ai en jetons vestés, j'ai qu'une envie, c'est d'y vendre et de dire ciao, quel que soit le projet. Et là où je suis un petit peu exposé, ça va être Ether, Hype, même Sol, j'en ai plus. Parce que Sol, au fond de moi, je kiffe, hein. Mais le narratif de Solana, c'est quoi? C'est le Nasdaq décentralisé. Qui prend ce positionnement de Nasdaq décentralisé actuellement? C'est hyper liquide. Voilà. Et si après on est sur le terrain des general purpose computation, ça va être MegaETH qui va probablement prendre du terrain. D'ailleurs, j'ai lu le white paper Mika de MegaETH aujourd'hui. Mega, le jeton servira de gas token à la blockchain MegaETH. Ce ne sera pas Ether, visiblement. Ouais. Donc déjà, ça change un peu des ETL2. J'avais fait un post sur MegaETH. Je peux peut-être leur montrer. Parce qu'il me semble assez intéressant par rapport à ce stream-là. Donc, je vous repartage l'écran. On voit, non? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Du coup, en fait, ce que je disais, c'est que, par exemple, par rapport à MegaETH, moi, j'étais pas spécifiquement bullish sur les jetons de L2. Parce que globalement, on va pas se mentir, ils sont inutiles. Ils ne capturent pas de valeur. Gas token, ok, certes, mais c'est pas pour autant que ça amène du buyback ou que les gens en achètent plein, surtout quand factuellement, genre ça coûte très peu cher. Alors oui, il y a beaucoup de transactions, mais ça crée pas une demande qui est énorme. Donc en soi, les jetons de L2, moi j'en ai un peu rien à foutre.
Ouais. Surtout que, en fait, on n'a vu aucun jeton de L2 performer ce cycle, factuellement. Non, tout sous-performe Ether, ouais. Et au-delà de ça, la vision avec les L2 et tout d'Ethereum, elle est un peu mise à rude épreuve. Et j'ai un peu la sensation que Mega ETH, c'est un peu le dernier ressort, entre guillemets, que Ethereum a. Parce que, en fait, si Mega ETH fail en tant que L2, je vois pas qui d'autre va réussir. Enfin, en tout cas, il y a rien, il y a pas des L2 super prometteurs qui vont changer la vie d'Ethereum à court terme, de ce que je comprends. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir dans Mega ETH, même si pour moi le token Mega c'est encore autre chose. Mais tout ça pour vous dire que voilà, la sale par exemple à 1 milliard, moi j'ai participé dedans parce que en fait factuellement si tu regardes tout ce qui est valorisé en termes de jetons de L2, bah t'as Arbitrum, globalement tout le monde s'en branle, c'est à 3 milliards. Jusqu'à maintenant c'était surtout le bridge de l'EVM entre guillemets à Hyperliquid. Mais au-delà de ça, les gens ils l'utilisent, mais c'est pas une utilisation très intense. J'ai un peu l'impression que c'est plus une chaîne de transit qu'une chaîne sur laquelle tu vas avoir ton activité principale. Ouais. Et après, pour le reste, tu as même Polygon qui a 2 milliards. Donc c'est pour ça, et Optimism autour de 2 milliards. Donc c'est pour ça que moi, Mega ETH à 1 milliard de FDV, j'y suis allé. Après, encore une fois, il faut que je sois potentiellement sélectionné, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est le prisme que j'avais sur les jetons de L2, c'est que en vrai, j'ai du mal à y croire, mais j'ai un peu l'impression que Mega c'est c'est le barreau d'honneur, et que par rapport à ce que le marché price actuellement, c'est pas si déconnant de in à 1 milliard. Donc après, je sais pas du tout si toi t'as in ou si des gens dans le chat ont in. Alors moi, j'ai pas in. Une incitation, encore une fois, chacun. J'ai pas in parce que c'était tellement cap que j'ai eu la flemme de bloquer des sous là-dedans. Je le regretterais peut-être, hein, mais voilà. En fait, il y avait trop de monde, donc j'ai pas voulu in. Et après, pour Mega ETH, comment je le vois moi personnellement, je pense que ça, à court terme en tout cas, ça va faire comme Plasma. C'est-à-dire qu'avant le TGE, on va avoir un mois de décembre où il va y avoir de l'incitation sur l'écosystème, donc il va se passer des trucs, tout le monde va se branler dessus. Ensuite, tu vas avoir le TGE en janvier, tout le monde va se dire, voilà, bah, comme tu l'as dit, c'est le dernier rempart Ethereum, tout le monde va se branler dessus, il va se passer des trucs. Et puis malheureusement, et c'est mon biais pessimiste avec le temps, hein, mais en fait, la proposition de valeur de Mega ETH, c'est surtout sa basse latence, donc des blocs de 10 millisecondes, chose que tu peux déjà retrouver avec les préconfirmations sur du Starknet ou autre. Et en fait, tant que tu n'as aucune application qui exploite ce système de préconfirmation, et je m'attends pas à ce que Mega ETH arrive avec des applications de dingue qui viennent faire de l'ombre à du Lighter ou du Hyperliquid, bah je sens que ça va refroidir tout le monde et les gens vont se dire bah c'est bien, mais en fait cette puissance elle sert à rien. Alors que factuellement cette puissance elle sert pas à rien, mais on en revient toujours au même. C'est que si tu as la bonne tech mais que tu n'as pas les apps en face, bah les gens se disent bah en fait ta tech elle sert à rien. Et si ça se répercute sur le jeton, ça va pas le faire. Donc c'est mon biais pessimiste court terme. En vrai, je comprends. Je suis plutôt du même avis dans le sens où il faut encore prouver. Et je sais toujours pas ce qu'on va foutre sur Mega ETH actuellement. Donc voilà. Après, j'ai vu qu'il y avait Monad aussi, qui était intéressant, qui n'est pas un L2, qui est un L1, mais qui est EVM. Et qui se veut très performant apparemment. Donc peut-être ça va être intéressant de suivre ça. Mais après, encore une fois... Ça va bider sa race. Mais en fait, c'est toujours le même problème. C'est genre, factuellement, il va y avoir quoi comme app dessus, si ce n'est des trucs que j'ai déjà sur n'importe quelle autre chaîne, genre. Bah, c'est ça en fait. Qu'est-ce que j'irais faire sur Monad que je peux pas faire sur le layer 2 base ou l'Unichain? Oui, non. Puis, enfin, même le seul peut-être L2 intéressant, ou en tout cas on peut voir de l'attraction, c'est Base, d'une certaine manière actuellement. Après, je suis pas tous les jours sur le VM, enfin, je suis pas là à faire tout le temps des transactions sur tous les L2 possibles, mais de ce que je vois, Base c'est assez intéressant, mais encore une fois, Base c'est Coinbase, et s'ils font un jeton, je sais pas à quoi il va servir. Et je sais pas à quel point il va se mettre en opposition avec l'action Coinbase. Enfin, à un moment, il parlait même de tokeniser l'action Coinbase sur Base, et puis on attend toujours. Donc, franchement, tout ce qui est L2, c'est utile, mais les jetons servent à rien, factuellement. Bah, clairement. Et la seule grosse activité sur l'écosystème des L2 de Ethereum, bah, c'est Base. Hein. Tu as un peu d'activité sur Starknet, Arbitrum, Optimism, mais principalement sur Base.
Base qui va doubler sa capacité d'ici la fin d'année et qui devrait la quadrupler, voire peut-être faire x8 en termes de scaling l'année prochaine. Donc, reste le sujet de la latence qui va être en fait le fer de lance de MegaETH. Mais en fait, on n'a pas de nouvelles de GTE, qui est leur exchange. Ils ont annoncé un partenariat avec Polymarket récemment, mais on n'a aucune putain de nouvelles de GTE. Donc en fait, si on veut qu'il se passe quelque chose sur MegaETH, pour moi, il faut un Pump Fund-like et un Hyperliquid-like. Et en fait, GTE, c'est à la fois Pump Fund et Hyperliquid. Voilà. Donc peut-être qu'il va arriver avec des bonnes nouvelles et que ça va se timer avec décembre, janvier. Mais si c'est pas le cas, ou alors si ça prend pas, bah bonne chance. Et même au-delà de ça, si c'est un Pump Fund-like et un Hyperliquid-like, bah pourquoi j'irais pas juste sur Hyperliquid et Pump Fund? Enfin, farming d'airdrop. Ouais, ok, super. Tu connais. Bah ouais, c'est toujours ça. C'est court-termiste, encore une fois. Donc, même Plasma, ça a été un énorme bid au final. C'est un truc de fou. D'un point de vue token, d'un point de vue prix. Après, d'un point de vue tech, ce qui se passe, je pourrais pas trop vous dire parce que j'ai pas tout suivi, mais je crois que la team a pas été très communicative dernièrement, et je pense que ça a créé beaucoup de déceptions parce qu'il y a des gens qui sont rentrés assez haut. Mais ouais, franchement. En fait, je vois tout le monde qui casse la tête parce que je parle tout le temps d'HL, mais factuellement, là, genre à l'instant T, il n'y a pas 10 000 trucs qui sont intéressants. T'as des choses t'as quoi? T'as Tao qui est vraiment, qui sort du lot, mais qui est un peu de son côté. Et puis encore une fois, t'as beaucoup d'incentives, beaucoup de choses. Je sais pas à quel point ça handicape le token et sa prise en valeur, mais voilà, je suis pas assez renseigné. Après, t'as quoi? T'as des plays un peu court terme, type MegaETH, mais c'est même pas encore sorti. C'est une vente. XPL, ça a performé une semaine et puis ça s'est cassé la gueule. T'as Monad peut-être, mais genre tout le monde joue l'airdrop et tout le monde va s'en battre les couilles après, je suppose. D'un point de vue app, t'as Pump Fun qui est intéressant. Même sur Solana. Alors après, en fait, t'as plein de choses qui sont utiles et qui servent à tout le monde et que tout le monde utilise au quotidien, genre Morpho, AV, tous ces trucs-là, ça a de la valeur. Mais c'est pas nouveau, donc les gens ils trouvent moins d'excitation, mais ça s'insère dans leur quotidien. Pendle, très intéressant quand même. Pendle, pour moi, ça se rapproche des choses les plus innovantes, et bon, ça fait un moment que ça existe, mais je voyais que CBB, il en parlait sur Twitter. C'est vrai que Pendle est rempli d'opportunités et ça fait partie des choses ça fait partie des protocoles qui sont encore mal compris, je pense, pour la plupart des gens. Puis à côté de ça, on a Polymarket. Polymarket, on en avait déjà parlé la dernière fois et j'en parlais avec des potes IRL. Pour moi, la grosse interrogation, c'est toujours la même, c'est si personne ne paye de frais, à quoi peut-on s'attendre lorsque les gens paieront des frais? Si les gens ne payent pas de frais et qu'il va y avoir un airdrop, une fois que l'airdrop est passé, ou en tout cas que le gros de l'airdrop est passé, et que les gens se mettent à payer des frais, comment ça se passe? Donc, c'est... Enfin, en fait, surtout, est-ce que le normie va acheter du Polymarket token pour payer son pari sur Polymarket, tu vois? Parce que là, actuellement, ça se passe en dollars et ça se passe pas en token utilitaire Poly, quoi. Est-ce que j'ai besoin d'un token Polymarket pour apprécier et utiliser Polymarket? Exactement. Est-ce que ça va générer assez de revenus pour que ça s'apprécie? À voir. En fait, après, Polymarket, c'est très utile, etc. Mais bête de produit. Au risque de choquer des gens, je vois pas pourquoi HL ne ferait pas son Polymarket. Honnêtement, mais il va le faire, dans une certaine mesure. Je sais pas si vous avez suivi ça dans le chat, mais il y a quelqu'un qui a fait une sorte de lettre ouverte à Jeff, qui était à propos du HIP4. Donc les HIP, à chaque fois, c'est des sortes de nouvelles grosses fonctionnalités d'Hyperliquid qui sont assez intéressantes. HIP1 et HIP2, c'était notamment Spot et le système de market making natif, où en gros, quand tu veux déployer un token, genre tu as un système de market making automatique, etc. HIP3, où en gros, n'importe qui peut build son DEX et lancer des marchés, enfin n'importe qui, à partir de certains requirements, peut lancer son DEX et ses marchés perp. Et là, HIP4, ce serait potentiellement la même chose que le HIP3, mais façon prediction market. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si Hyperliquid lance ça, en fait? Sachant que un des premiers projets sur lequel Jeff a bossé en crypto, on a vu, même Sizi, il l'avait tweeté et il a été un peu insultant, c'était pour parler de Jeff qui avait lancé un projet qui était un projet de prediction market en 2018, financé par Binance Labs. Et du coup, la question se pose, et d'ailleurs, on a vu...
YZ Labs, qui est qui est Easy Lab, ouais. Binance Ventures d'une certaine manière, YZ Labs, voilà, qui ont financé un truc qui s'appelle Opinion ou Opinion.trade, je crois que c'était ça. J'ai pas vu ça. Et moi, en tout cas, je me dis que Polymarket, c'est très intéressant. J'ai utilisé, c'est grave cool et tout. Et en vrai, les normies peuvent utiliser parce qu'en fait, tu peux te connecter avec un Gmail, avec un Connect. Tu peux déposer en CB de mémoire. Genre, c'est très friendly. Mais qu'est-ce qui se passe si HL le fait, et si HL démocratise l'accès à ces marchés-là, etc. Je pense qu'il y a tout un aspect de régulation qui est aussi extrêmement complexe. Parce que, moi, je suis étonné, par exemple, qu'en France, un régulateur comme l'ANJ, donc l'Autorité nationale des jeux d'argent, je crois. Je sais plus si c'est la bonne abréviation, ne pète pas en plomb sur un Polymarket. Je crois que c'est assez accessible depuis la France, d'ailleurs, non? Je pense, mais c'est juste qu'ils doivent pas trop aimer, mais en fait, tant que les gens se plaignent pas en public que t'as pas la gauche qui fait des grands cinémas sur des vidéos YouTube ou à l'Assemblée ou quoi. Ah, il faut VPN. Si, il faut un VPN quand même. Ok, bien vu. Parce que du coup, en quoi parier sur Unibet, c'est différent de parier sur ou BetClick, c'est différent de parier sur Polymarket, tu vois. Et après, il y a tout ce système de régulation qui est aussi un petit peu tendu. Mais j'avoue que la narrative Polymarket, elle est intéressante. Hyper intéressant. Mais je trouve encore une fois que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est trop hypé à court terme et pas assez hypé à moyen long terme. Dans le sens où, genre, Polymarket, ils peuvent vraiment disrupt genre, un marché entier. Mais à court terme, je pense que, en fait, ils ont levé à 9 milliards de valo. Et là, d'un coup, tous les mecs se réveillent en mode est-ce que ce serait pas le moment de farmer? Alors même que le founder parle d'un token, enfin, au moment où tout le monde parle de farmer et que le founder parle d'un token, j'ai envie de me dire que c'est un moment un peu chaud pour farmer. Donc après, peut-être que je j'ai pas assez la vision. Je sais pas. Encore une fois, faut différencier le token et le produit. Parce qu'en fait, Polymarket, pour moi, ça restera toujours un produit qui est intéressant et qui a de la valeur. Après, est-ce que le token le capturera? Est-ce qu'il aura du potentiel? Est-ce qu'il va s'apprécier? C'est différent. Et est-ce qu'ils vont pas potentiellement se faire disrupter par un Hyperliquid ou par un autre? Je sais pas. En fait, le truc, c'est qu'Hyperliquid, l'interface telle qu'elle est, elle n'est pas branchée Prediction Market. Il faudrait qu'ils fassent un front adapté au Prediction Market. C'est ça le truc. En fait, pour moi, ils vont faire comme le HIP3, c'est-à-dire qu'ils vont dev la tech et ensuite ils vont dire aux gens faites le front. Ouais. C'est ça qui va se passer. Mais du coup, après, il va falloir que les gens aillent sur le front, qu'ils prennent les habitudes. Donc c'est là. Non, mais c'est comme TradeXYZ, où en gros, TradeXYZ, tu peux trader des actions, des actions oui, non, mais ça, je sais. en mode produit dérivé. Sauf que là, en gros, ce sera des déployeurs qui vont déployer des marchés de prediction market, où en gros, eux, ils auront leur front-end. Et ensuite, HL les inclura nativement dans l'interface d'Hyperliquid. Et ceux qui veulent le faire via l'interface de ces déployeurs-là, ils le feront. Et ceux qui veulent le faire depuis l'interface de Hyperliquid, ils pourraient le faire. En tout cas, en fait, là où il faut quand même vraiment doser, et je pense que c'est ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que, à mon sens, c'est vraiment à mon sens, trader les produits dérivés sur de la crypto, ça fait infiniment plus de volume et d'argent que les prediction market. Et je pense que c'est pour ça que ça n'a jamais été un focus pour Hyperliquid jusqu'à maintenant. C'est parce que le gros du marché à capturer, c'est ça. Et c'est comme ça que Binance se font des couilles en or. Binance se fait pas des couilles en or sur le spot. Binance se fait des couilles en or sur Binance Futures. Et c'est la même chose pour tous les exchanges. C'est pour ça, c'est là où ils font. En fait, c'est simple. À partir du moment où tu mets du levier, c'est là où les gens font plus de volume et mécaniquement ils payent plus de frais en fait, parce qu'ils font bien plus de volume que ce qu'ils feraient en spot. Et surtout, ils ont un avantage parce qu'ils peuvent parier à la baisse alors qu'en spot ils peuvent que parier à la hausse. Donc c'est pour ça que le marché des produits dérivés sur les cryptos et sur BTC, ETH et tous ces trucs là, c'est ce qui rapporte le plus. Et c'est pour ça que je pense que c'est pour ça que par exemple, pour moi, Hyperliquid, en termes de revenus, ou même un Aster, ou j'en sais rien, n'importe Lighter et tout, je pense que ça fera toujours infiniment plus de revenus que Polymarket. Après, ça dépend à quel point ils mettent des frais aussi. Mais après, plus ils mettent de frais, moins ils feront de volume. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Mais voilà. En tout cas, le message intéressant ici. Je suis assez d'accord. C'est un autre marché. Les prediction market, alors je dis pas que Hyperliquid pourrait pas s'y attaquer, hein, mais c'est un autre marché avec une autre interface.
Tu vois, c'est pas les mêmes. Tu peux avoir l'interface graphique et d'un autre côté une interface semblable chez un déployeur semblable à Kalshi à Polymarket, mais je sais pas si ça prendrait ou pas, alors que Kalshi et Polymarket existent déjà. Mais Kalshi, ça n'a même pas tant de traction que ça, moi, de ce que j'ai vu ici. Bah, je crois que si. On parle de Kalshi parce que c'est les seuls à avoir une traction derrière Polymarket. Mais moi, de ce qu'on m'avait dit, alors après, j'ai pas vérifié, hein, mais moi, de ce qu'on m'avait dit, Kalshi, c'était et ce que j'avais vu sur Twitter, c'était genre hyper surcoté par rapport à un Polymarket. Kalshi, c'est plus gros que Polymarket en volume. Mais à quel point c'est wash trade? Je pense qu'ils sponsor. Kalshi, t'as besoin de KYC ou pas? Parce que Kalshi, c'est régulé, non? Je sais pas du tout. Bonne question. Ou c'est exactement la même chose? Non, je dis peut-être de la merde. Ouais, il y a un KYC visiblement, parce qu'il y a une page How is your data stored et tu dois donner ton ID. Ah ouais? Alors, est-ce que c'est dès le premier euro? Par contre, je sais pas, tu vois. Bref. Je voudrais regarder ça. Mais après, Kalshi, ça a l'air très ricain aussi. Ouais, c'est ce que disait Alex dans le chat. Ouais, que j'affiche. Ouais. Est-ce qu'on parlerait pas d'AT un peu? On peut parler d'AT, alors attends, je vais essayer de montrer parce que là, c'est la fin des haricots. Les influx voleurs ont extract la communauté, donc... Les influx voleurs commencent à parler en anglais, qu'est-ce qu'on va faire? On est fichus. Donc, par rapport au marché, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, là, du coup, le total, il est très affecté par BTC. Enfin, en tout cas, ça ressemble beaucoup à BTC d'une certaine manière. Si on regarde un petit peu plus en dehors, typiquement le total 3. Donc, le total 3, c'est la capitalisation des cryptos en dehors de BTC ETH. On voit qu'on n'a jamais fait un ATH, ce cycle-là. Je pense que c'est vraiment bien de le rappeler. On n'a aucun putain d'ATH ce cycle sur la capitalisation globale des altcoins. Et si on va au-delà de ça et qu'on regarde Others, qui est la capitalisation des cryptos en dehors du top 10, c'est bien pire, parce qu'en fait, on est toujours sur les mêmes niveaux que 2024, tu vois. Et on est bien plus loin de l'ATH que quand on regarde le total 3. Donc, quelle analyse on peut faire de ça? C'est tout simplement que, en fait, je pense c'est encore mieux de montrer 100 moins Others. Ah, attends, c'est l'inverse. Mais globalement, ce que ça montre, c'est que le top 10 du marché crypto en capitalisation a 93% de la capitalisation du marché global. Donc, ce que ça veut dire, c'est que genre tout ce qui est en dehors du top 10, là, ça représente moins de 7%. Ça veut dire que c'est minuscule, c'est tout petit. Donc, en gros, il y a BTC et le reste. Et dans ce reste-là, il y a Ether, il y a un peu de BNB, il y a un peu de Sol. BNB, Tron, voilà. Et après, tout ce qui est en dehors du top 10 joue avec son caca, globalement. Moi, en tout cas, c'est l'analyse que j'en fais. On peut regarder même VSBTC. Le total 3 VSBTC, on est toujours sur des plus bas. On n'a jamais... Donc, ça veut dire que concrètement, tout ce qui est en dehors du top 10, en moyenne, a sous-performé BTC. D'autant plus que, il faut le dire, il y a eu beaucoup de création de coins. Donc, ce que ça veut dire, c'est ce qu'on ne voit pas dans ce graphique-là, c'est que le graphique est en tendance baissière. On a quasiment retracé toute la hausse en paire BTC depuis le top de 2021 et donc toute cette hausse d'après Covid, du moment où il y a eu le Covid. Et au-delà de ça, il y a eu plein de coins qui sont lancés, qui ont été capitalisés et ça, on peut même pas le voir, on peut pas voir genre le nombre de coins qui a été rajouté et la capitalisation qui a été rajoutée. Bon, après, il y a d'autres capitalisations qui baissent et puis il y a des nouveaux coins qui arrivent. Mais ce que ça veut dire, c'est que mécaniquement, genre naturellement, vu qu'il y a là les tokens qui se lancent et qui sont fortement capitalisés, que c'est illiquide, etc., genre cette courbe, elle devrait au moins stagner ou monter. Et le fait qu'elle baisse, ce que ça montre, c'est que genre globalement, c'est une moyenne de ce qui est en dehors du top 10. Mais factuellement, si on regarde la gueule des cryptos face à BTC, c'est encore pire que ce graphique-là. Et quand on regarde Others, donc tout ce qui est en dehors du top 10 face à BTC, parce que là, on regardait tout ce qui était en dehors de BTC et ETH face à BTC. Là, tout ce qui est en dehors du top 10 en paire BTC, on est tout simplement sur on a retracé absolument tout le pump de post-Covid, en fait. Donc, en fait, il y a toujours pas de retournement de tendance en paire BTC sur les altcoins, que ce soit en total 3 ou en Others. Et donc, c'est impossible d'être très optimiste, d'être ultra bullish sur les altcoins, parce que factuellement, ça fait 4 ans.
Ça fait 4 ans. Ça fait 4 4 ans ans de que bear les market, ouais. altcoins sous-performent BTC. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, si vous avez joué les altcoins sur ces cycles, vous êtes fait cook. Ce qui est un peu terrifiant, mais en même temps, la narrative, comme j'expliquais, était assez claire dans le sens où il y a eu l'arrivée des ETF sur BTC, ETH, et ça a capturé énormément d'intérêt, notamment dans TradFi, et ça a amené beaucoup de cash. Mais ce que ça montre, c'est que le cash, il n'est pas forcément venu du retail. Le cash, il est venu des baleines, des whales qui viennent de la TradFi, et ils ont injecté dans BTC, à la rigueur dans ETH. Et puis ça s'est arrêté là. Et puis tout le reste a dégueulé. Et puis en fait, quand tu vois que tu as des mastodontes comme BlackRock, etc., qui onboard tout le monde en TradFi pour BTC, ETH, tu te dis pourquoi nager à contre-courant. Et du coup, tu as plein de retail qui se mettent aussi dans BTC ou dans ETH. ETH qui a lui-même fait un ATH et s'en est arrêté là, quoi. Ouais, qui pinaille Donc, bien. moi, honnêtement, sincèrement, j'étais très optimiste quand on était là. Je me disais qu'on allait pouvoir maintenir ce niveau-là, parce qu'on l'a utilisé plein de fois en tant que résistance et support. Même chose ici. Et là, le fait que on ait beaucoup consolidé ici. Bon, après, moi, je me suis fait SL. J'ai acheté, je crois, un truc comme ici. Je me suis fait SL là. Bon, c'est la vie. Là, en fait, on a retesté plein de fois ce niveau de support. Et là, on a l'impression qu'on veut aller encore plus bas. Et en fait, moi, pourquoi ça me fait peur En fait, ça me fait peur parce que tu as plein d'entreprises qui ont commencé à se mettre à fond la caisse dans Ethereum. À se mettre à acheter des milliards et des milliards de dollars d'Ether. Et le prix a fait brièvement un ATH, ça s'est arrêté là, et on vient de perdre un support potentiellement. Alors après, c'est en weekly, faut encore aviser, mais on a l'air de bien perdre ce niveau de support-là, et quand on perd un niveau qui est aussi important, j'ai l'impression qu'on va retracer davantage. Bon, après, moi, j'ai pas d'Ether, j'ai pas de long ou de short sur Ether, donc voilà, j'ai pas d'opinion ultra forte au point de prendre une position actuellement, mais c'est vraiment pas ce qu'on veut voir dans un environnement haussier, etc. Alors après, vous allez peut-être me dire qu'on va juste se consolider, repartir et tout. C'est possible. C'est très possible. Dans tous les cas, ce qu'il va falloir regarder pour moi, à mon sens, c'est comment on va reprendre les 3900, 4000 $, donc ce niveau-là. Si on récupère ce niveau-là, qu'on le réutilise en tant que support et tout, là, je me dirais, ok, on peut repartir, on a de la force et tout. Et là, ce qui est inquiétant, c'est qu'on allait tout droit. On a à peine fait un ATH, il y a la terre entière des boîtes qui ont levé des fonds, qui ont acheté des milliards de dollars d'Ether, pour au final faire à peine un ATH. Et ça, moi, honnêtement, c'est effrayant. Alors après, est-ce que Trump au pouvoir, on va avoir un bear market, ou est-ce que les marchés vont top? Compliqué à dire. Moi, c'est très compliqué en fait, parce que factuellement, je vois Ether qui est comme ça, et je vois le Nasdaq qui ressemble à ça, qui est tout simplement en ligne droite. Le S&P, c'est pareil, c'est ultra vertical même. Si on regarde en mensuel, c'est juste du tout droit en fait. C'est juste du tout droit. Et depuis le dip dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le moment où moi j'ai acheté en TradFi majoritairement, c'est là. Et depuis, on a fait up and knee. Et donc en fait, c'est extrêmement compliqué de voir les cryptos galérer autant, notamment Ether. Les altcoins galéraient avec un environnement où tout simplement toute la tech US et globalement le S&P sont en ligne droite à la hausse. Alors on va me dire... Et je te coupe juste sur un truc, c'est que ce qui dope l'économie américaine, c'est l'IA, tu vois. Et de l'IA, t'en as chez les Mac 7, enfin GAFAM, Mac 7, comme tu veux, les grosses boîtes tech US, type Google, Apple, Amazon, Netflix, patati patata. Et le virage IA n'a absolument pas profité aux cryptos. C'est ça. Et je trouve d'ailleurs que ça fait un moment qu'on parle plus de trop d'IA en crypto. Alors, on a vu USDI, qui est genre un stablecoin qui génère du rendement en faisant des prêts à des boîtes, en prenant leur carte graphique en collatéral, mais c'est beaucoup de promesses pour pas grand-chose actuellement. Donc après, j'ai vu d'ailleurs, il y avait CBB qui avait tweet, qui était allé dans leur bureau, qui disait que c'était magnifique. J'espère qu'il pensera pas l'inverse comme la dernière fois quand il a parlé d'XPL. Alors j'ai ma petite idée. Moi, je le connais pas personnellement, CBP. J'ai parlé 2-3 fois avec lui, mais c'est pas allé très loin. Mais bon, je fais attention. Enfin, je vais observer à quel point il garde des convictions, ou à quel point il retourne sa veste super vite, quoi. En tout cas, sur XPL, après, il y a le spéculateur, l'investisseur et le mec qui pense au truc fondamentalement, tu vois. Donc, peut-être que c'est juste les gens qui ont mis trop d'attentes dans ces projets-là. Mais globalement, il y a USDI, il y a Tao, il y a tous les dinosaures, genre les
les Non, fetch et on tout me qui parle sont. pas de Fetch. Non, Fetch et tout, on en peut Ça, plus. c'est devenu quoi? C'est devenu AGX? Non, c'est Ouais, devenu quoi déjà? oui, la SI Alliance, mais ils se sont déjà split. T'as déjà Hein? Océan qui est parti, t'as Océan qui est parti, Ah! enfin... Moi, je savais pas non, mais ça. laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Donc l'IA, on a eu les agents IA, donc on a un mini comeback de visual, enfin virtual, pardon, avec les bêta play virtual. On a AI 16Z qui fait un espèce de changement de ticker où on passe de AI 16Z à Elisa OS avec un rapport 1:6. Ça fait un mini pump, mais en vrai, ça ira nulle part, tu vois. L'IA en Mais en fait, crypto, elle est à dégueuler. c'est effrayant de voir genre l'or qui est comme ça, genre la Ouais, TQS qui ressemble à ça, et ouais. genre le total crypto qui ressemble à ça. Non, mais de toute Genre, façon, frérot, et le le total, donc sujet, là c'est BTC, donc disons en dehors de BTC, ça ressemble à ça. le sujet, il est très simple pour ceux qui nous écoutent. C'est waouh. Si vous êtes un petit peu anarchiste dans l'esprit, crypto-anarchiste, etc., votre actif qui vous permet de vous libérer du deep state, du vilain état, c'est Bitcoin. Voilà, c'est Bitcoin. Le reste, ça dégage. À la limite, Monero pour les puristes. Mais bon, Monero performe pas autant que Bitcoin. Mais sorti de ça, dans le monde réel hors crypto, la guerre, elle est où? Elle est dans l'IA. C'est la Chine versus les États-Unis. Donc, la Chine qui, on a vu pendant des années et des années et des années, qui a décaissé ses dollars et ses bons du trésor américain pour accumuler de l'or, accumuler de l'or, accumuler de l'or. Maintenant, il y a de la course à l'or chez les principaux gouvernements et banques centrales. Et à côté de ça, on a du coup la course à l'IA, parce que l'IA, c'est la nouvelle bombe nucléaire du 21e siècle. Voilà. On se fait plus la guerre sur l'armement, on se fait la guerre sur les meilleures IA, les meilleures entreprises autour de l'IA, et qui sera le plus équipé pour espionner son prochain et pour avoir un edge sur son prochain grâce à l'IA. Donc voilà, actuellement, l'économie, elle est faite sur l'IA, et la crypto ne profite pas du tout du bull run de l'IA. Pour moi, ça se résume à ça. Ouais, après, même en dehors de l'IA, t'as le gold. C'est ce qu'on regardait juste avant. Oui, parce que dédollarisation. Parce que l'idée, c'est de combattre l'impérialisme américain et les super pouvoirs. Non, mais ça, c'est bullshit, ils ont pas réussi. Enfin, on nous Pour a le beaucoup moment, parlé des BRICS, au final, il est ouais, lent celui-là. il est lancelé, mais d'un autre côté, la Chine, elle glow up, et puis on passe d'une époque où quand même la Chine a été vachement diabolisée à on va dire une époque post-TikTok où les gens ils vont voyager en Chine, ils se disent bon bah la Chine c'est pas si mal, ils consomment chinois, ils achètent des bagnoles électriques chinoises, ils achètent des actions chinoises, et peut-être qu'à un moment donné les ricains ils vont prendre un coup de chaud. Sauf que la différence c'est que les petits pays tu peux les écrabouiller sur le plan économique, type Venezuela et tout, mais c'est un peu plus difficile de poser ton pied sur la tête du parti communiste chinois. Donc c'est là où ça va devenir intéressant à surveiller. Non, mais voilà, enfin, c'est. En fait, j'ai l'impression qu'au final, les grands gagnants de ce cycle, c'est quoi? C'est Bitcoin et Tether. Sur la Et partie crypto, ouais. ouais, Et enfin, hyper liquide. Hyper liquide, je le dis Arrête, à tout arrête. Attends, je vais regarder les stablecoins, parce que j'ai une catégorie liée à ça. Putain, j'ai vu le prix Parce du qu'au final, plume là voilà. dans ton interface. Mais voilà, tu vois, genre l'USDT, bon, que de l'impression, Et BNB aussi. to the moon, ouais. Donc au final, pour moi, le grand gagnant, c'est BTC, Tether, Tron, BNB. Ça fait mal, hein, mais Tron, hein, frérot. BNB, hyper liquide. Après, Sol, en vrai, Sol a fait une énorme performance. Alors après, Ouais, il a pas Sol a fait un comeback d'anthologie. ATH. Ah si, il a fait un ATH, mais de courte durée, je crois. De market cap. ATH market Ouais. cap. Ah, et petit ATH prix. Et ouais, moi honnêtement, honnêtement, Solana, moi, il m'intéresse, mais genre zéro. Genre zéro. Genre, Pareil. C'est moi qui dis ça. En fait, c'est même, enfin, c'est pas une mauvaise chaîne, et genre, il y a plein de trucs utiles à faire dessus, et genre, moi, il se passe des trucs, mais genre, c'est pas là où j'ai mon attention. Genre, c'est le jeton Sol, je suis en mode, maintenant, bah, il est juste dump par Pump Fund pour acheter son propre token. Avant, il était dump pour du cash. Donc, au final, Sol, c'est juste un token qui a servi pour genre extract. Enfin, Non, mais via Pump Fund, en tout cas, c'est ce qui s'est passé.
Qui pourra nous surprendre, hein. Attention, pour la partie fondamentale, il peut se passer plein de trucs entre les bulk trades, le nouveau moteur de consensus, patati patata. Non, mais pour le moment, on est sur le plus tard, ça ira mieux. Et à un instant T, il n'y a pas. Ce qui est très marrant, c'est qu'on parle des buybacks de Pump Fun, mais en fait, les buybacks de Pump Fun en dollars, tu peux juste dire que c'est l'équivalent de ce qui est vendu en Solana. Ouais, c'est vrai. Donc, s'il y a 1 milliard de dollars qui est racheté, bon, 1 milliard, j'abuse peut-être, mais genre. 600 millions à l'année. 600 millions, ouais. C'est-à-dire qu'il y a 600 millions qui est dump à l'année par Pump Fun, qui dump du coup du sol pour du pump. Donc, après, c'est pas ça qui fait bouger un marché à 600 millions à l'année. Enfin, en tout cas, sur Solana, c'est bien plus gros. Mais mis à part ça, il n'y a pas de gros truc qui est hyper intéressant. Enfin, je sais pas, moi, j'ai juste pas un bon feeling en fait sur Solana. Moi non plus. Je me sens pas dans le rush ou quoi que ce soit. On parlait d'Aster. Alors attends, je vais essayer de vous montrer le graphique. D'ailleurs, c'était assez marrant parce que je regardais il y avait plus d'open interest pour Aster sur Hyperliquid que sur Aster, enfin sur la plateforme Aster elle-même. Donc c'était très marrant. Alors attends. Voilà. Hop. Tu vois mon écran, non? Ouais. Mais globalement, moi, c'était ça que je regardais sur Aster. C'est juste le FIBO, 61-78% de retracement depuis, de toute cette hausse. Et on y arrive doucement mais sûrement. Honnêtement, j'ai zéro conviction dans Aster. Je me force un peu à en parler parce que y a Sizi qui en parle, parce que apparemment, c'est le grand plan de Sizi et de Binance, et que voilà. Et puis, on sait pas ce qu'ils peuvent faire. On peut se dire que peut-être ils vont vouloir faire des intégrations dans Binance, ou peut-être. Enfin, en fait, la question c'est, est-ce que Sizi est sincère dans sa démarche? Je veux passer la plupart de mon temps autour de choses qui sont liées au DexPerp et genre je veux avancer dans ce truc-là, etc. Ouais, je pense qu'il est. En fait, le truc, à c'est ce que niveau-là, je c'est un pense produit qui qu'il va est directement concurrencer Binance. Ouais, mais je pense Il que l'a fait parce qu'il n'avait pas vraiment le choix. Le sujet, c'est que justement, je pense que les marges de manœuvre en termes de crime sont beaucoup plus intéressantes on-chain que sur un sexe, tu vois. Quelqu'un dans le chat qui dit, tu parlais de buyback Aster Aster en possède. C'est pas actif buyback encore, je crois que c'est 50% de leurs revenus. Vous pouvez peut-être me confirmer dans le chat, mais je crois que c'était 50% des revenus. Mais le problème, c'est qu'ils ont grave de l'émission, parce qu'ils ont grave de l'airdrop. Si t'as de l'airdrop, t'as de l'émission. Alors après, il y a le système de si t'es pas content de ton airdrop, tu peux récupérer du cash, etc. Mais peu importe. Factuellement, il y a grave de la pression vendeuse à cause des airdrops, je suppose. Et en plus de ça, c'est que 50% des revenus. Ça me faisait marrer parce que tu vois, à un moment, on me disait oui, mais c'est pas du wash trading, Aster, tu comprends, c'est organique, t'inquiète frérot. Ah ouais, bah. Super organique ça. Hein. Ouais. Super organique. Donc ouais, honnêtement. Du coup, les revenus ont baissé mécaniquement parce que je pense que les gens ont vu qu'il n'y avait pas tant d'upside que ça à farmer, même de manière industrielle. Enfin, il y a une marge à se faire, mais genre, vu que le token baisse, plus le token baisse, moins ça a un intérêt. Donc après, il faut voir s'ils sont capables de rebondir par rapport à ça. Moi, honnêtement, j'en sais rien. Honnêtement, je suis partagé. Je suis grave partagé. Le sujet, c'est que fondamentalement, la plateforme à utiliser, elle est en dessous de HL, de Lighter, de Paradex et compagnie. Donc, il y a ça. Et que pour le moment, en fait, il n'y a rien de décentralisé non plus. C'est juste un pseudo DEX où en fait, c'est plutôt un back-office centralisé avec un front centralisé où on nous dit plus tard, il y aura un layer 1. Ouais, c'est ça. Et pour répondre au message dans le chat, Picsou, il défend HL comme si c'était sa daronne. En fait, j'ai l'impression que parmi les gens qui parlent de DexPerp, il y en a 90% qui ne trade pas. Genre. Et genre, comment veux-tu... Enfin, c'est compliqué d'avoir une opinion qui est hyper développée sur des produits dont tu n'es pas nécessairement la cible, tu vois. Et moi, pour le coup, j'ai testé ces produits-là. Genre, Aster, j'étais dans les premiers. J'ai in dans les premières heures quand c'était pas encore ultra hype. J'ai testé, j'ai tradé dessus. C'est de la merde, genre. C'est juste de la merde. Genre, c'est juste une copier-coller avec des bugs, avec moins de possibilités, avec moins de vision, avec un mec qui s'appelle Sizi qui vous fait croire qu'il va vous donner v'là les airdrops et Krari, il a pas de token, mais et dans les tokenomics, tout est pour la communauté, mais j'y crois même pas une seule seconde. Donc en fait, oui, je défends énormément Hyperliquid parce que évidemment, c'est ce dans quoi je crois, je build dessus, je connais la team, mais au-delà de ça, c'est un produit que j'utilise au quotidien et j'ai
pour l'instant pas vu des produits qui sont aussi bons. Là, actuellement, je trade aussi beaucoup sur Lighter, par exemple. J'ai testé Extended, etc. Honnêtement, sans faire le mec, genre quand t'as de la size, c'est chiant, genre. C'est pas aussi liquide que HL. Genre. Et t'as beau avoir même les meilleures features, disons qu'ils étaient au même niveau d'un point de vue UI, UX, d'un point de vue feature, d'un point de vue vision, etc. En fait, la liquidité, c'est une énorme partie du produit. Et j'ai l'impression que les gens ne le comprennent pas. C'est pas parce que genre t'as un bouton TWAP et que t'as un bouton scale et que t'as un bouton hors limit et un bouton hors market que ça vaut la même chose que HL. Parce qu'en fait, quand tu es un trader et que tu trades ces marchés au quotidien, ce qui t'importe, c'est la liquidité. Évidemment, tu as toute l'exécution. Après, de toute façon, il y a des gens qui buildent des terminaux dessus. J'ai vu qu'il y avait quelque chose d'intéressant qui s'appelait trade.fi, TREAD.fi. J'ai pas encore ultra dig, mais c'était assez prometteur et intéressant. Qui est une sorte de terminal comme In Silico qui se met par-dessus les DEX, etc. Mais genre, le tooling et l'interface et tout, genre, c'est cool. Mais au final, ce qui compte, c'est la liquidité. Et la liquidité, j'ai pas la même en fait sur un lighter ou sur un aster, etc. par rapport à HL. Honnêtement, je veux pas sonner arrogant, mais les gars, ça fait genre vraiment des années, je trade les pertes genre quasiment tous les jours. Si je défends ou si je suis à fond dans un truc, c'est qu'il y a des raisons. Alors peut-être que vous allez me dire, oui, il a eu un airdrop, du coup, il va le défendre toute sa vie. Honnêtement, HL n'a pas fait tout parfait. Mais pour moi, ils ont presque fait tout parfait, honnêtement. Et il y a très peu de projets qui se rapprochent de ça. Donc c'est pour ça que je continuerai d'en parler. Et puis s'ils font vraiment de la merde, j'en parlerai. Mais voilà, au bout d'un moment, c'est juste factuel, quoi. Faut juste utiliser des produits pour s'en rendre compte. Est-ce que tu veux que je prenne la main sur la partie actu ? Vas-y. Comme ça, on fait pas une émission trop longue. Parce que pour rappel, on est en direct de Bali et de Dubaï respectivement. T'es à combien d'heures de décalage avec la France là ? 7 ? Un truc comme ça ? 7, il est 1h du mat ici. Ok. Ouais, moi, il est 9h chez moi et chez vous, il est du coup 18h. Pour ceux qui nous écoutent, vous aurez bien entendu la rediffusion. Vous aurez la rediffusion sur YouTube. Alors, hop, j'ouvre le Coin Hebdo, je vous partage mon écran tout de suite. Putain, et en plus, j'ai un nouvel écran à ma gauche, c'est encore mieux. Petit 600 Hz à gauche, la team. Ça vit. Alors, juste... voilà. J'espère que ça bug pas. Non. Ça a l'air d'aller. Ok, super. Bah écoutez, comme d'habitude, merci à Bitpanda de sponsoriser cette émission. Et j'en profite d'ailleurs pour la petite précision. Alors, excusez-moi, j'ai mon bloqueur de pub qui me bloque l'accès à Bitpanda. Mais simplement, on vous fait toujours le discours comme quoi vous pouvez acheter des cryptos, les gérer, les vendre, les sortir de la plateforme. Si jamais c'est une collaboration commerciale, donc on est en relation commerciale avec Bitpanda, on travaille avec eux, on est rémunéré, et ça fait longtemps qu'on travaille avec eux, etc. Donc je préfère le mentionner. C'est bien de le préciser, tout à fait. Mais voilà, vous n'avez pas que des cryptos sur la plateforme, vous avez métaux précieux, vous avez les actions, vous avez les ETF, etc. Vous avez même des indices, plutôt autour des cryptos du coup. Mais voilà, vous avez des actions. Donc, si vous voulez vous diversifier et pas faire que des cryptos et avoir tout sur une même plateforme, que ce soit sur PC ou sur mobile, bah, sachez que vous avez tout ça et que ça fait longtemps qu'ils font ça très bien d'ailleurs. Mais bien entendu, si vous vendez une crypto avec une plus-value pour acheter une action, et vous vendez une crypto contre une action, c'est un événement imposable qu'il va falloir déclarer et payer l'impôt sur la plus-value. Voilà. Mis à part ça, voilà, vous avez le lien en description pour ceux qui nous écouteront sur YouTube. Je vous laisse regarder tout ça. Ils sont en train de faire évoluer leur offre Web3 avec un wallet sur mobile, un Launchpad qui devrait sortir bientôt et un Layer 2 pour 2026. Et j'enchaîne du coup sur les actualités. Alors, du coup, voilà, vous avez pu le voir, la Fed a baissé ses taux, mais le discours prudent de Jérôme Powell, c'est un petit peu ça qui explique le ton de cette semaine sur le marché des crypto-monnaies finalement. C'est qu'en fait, les gens ont envie d'avoir un petit peu plus d'optimisme pour se dire, bon bah voilà, on va baisser les taux, les gens vont prendre plus de risques, donc ils vont s'exposer à des actifs à risque, comme les crypto-monnaies. La réalité, c'est que voilà, actuellement, la Banque fédérale américaine, qui pilote en fait l'économie avec ses fameux taux, elle dit, bon, bah, c'est bien, on a baissé nos taux un petit peu, mais on ne vous garantit pas de continuer progressivement de baisser les taux, en tout cas à court moyen terme, parce que le truc, c'est que l'inflation reste haute, reste au-dessus des 3%.
Donc pour le moment, ils surveillent, parce que s'ils baissent leur taux de manière beaucoup trop agressive, ça risque de réaugmenter mécaniquement l'inflation, et du coup, ça va faire du mal aux consommateurs. Donc c'est bien, il faut penser aux spéculateurs et aux entrepreneurs d'un côté en baissant les taux, mais d'un autre côté, il ne faut pas zigouiller les consommateurs, parce que si le coût de la vie explose à cause de la nourriture, de l'électricité, du pétrole, tout ce que vous voulez, c'est pas cool. Donc là, ils sont un peu en mode pause. Ils disent pas qu'ils vont pas baisser, ils disent juste que pour le moment, on vous garantit pas la baisse. Donc, comme le marché avait pricé le fait qu'on allait baisser progressivement les taux, ça a un petit peu secoué tout le monde, ce qui a participé notamment à la baisse de cette semaine, je pense. Voilà, puisque considérer que les cryptos, c'est vraiment la classe d'actifs la plus risquée, tellement risquée que les traders préfèrent se retirer des cryptos. Ensuite, on a la fameuse mise à jour Ethereum Fusaka qui sera bien le 3 décembre enfin. Alors pour faire très court, la mise à jour Ethereum Fusaka, elle va permettre de préparer le terrain pour la suite sur Ethereum, mais notamment, on va avoir une amélioration des performances sur le Layer 1. On va passer de 45 millions de gaz à 100 millions de gaz assez rapidement, donc on va faire x2 sur les performances du Layer 1. Et au niveau des Layer 2, on passera de 6 à 9 blobs jusqu'à 48 blobs par bloc, c'est-à-dire qu'on aura beaucoup plus d'espace blob pour les roll-ups, donc des roll-ups qui vont être beaucoup plus performants dans les pics de transactions. Donc ça va se traduire par une augmentation progressive des performances, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer directement de 6 blobs à 48, je pense qu'on va passer de 6 à 12, de 12 à 24, de 24 à peut-être 36 et 36 à 48 dans les mois qui vont arriver, mais ça va se traduire du coup par une amélioration des performances sur l'écosystème des Layer 2 d'Ethereum, avec en première ligne bien sûr Base. Et du coup vous allez me dire, mais ça a profité à MegaETH aussi? Finalement pas tellement, parce que le truc c'est que quand vous regardez tous ces Layer 2 là, qui sont listés, les Base, Arbitrum, OP, Starknet, en fait, tous ces Layer 2 postent les données sur Ethereum. Tandis que MegaETH sait pertinemment que Ethereum n'aura jamais assez d'espace de données pour éponger toute la demande sur MegaETH. Donc, en fait, il poste des données sur EigenDA. Donc, en fait, MegaETH ne va même pas profiter plus que ça de cette mise à jour Ethereum Fusaka. Donc, en résumé, Ethereum va améliorer son Layer 1. Ils ont pour objectif de tripler les performances du Layer 1 chaque année. Donc attendez-vous à ce qu'à horizon année 2030-2031, on fasse du 1000 à 10 000 transactions par seconde sur le Layer 1. Et pour ce qui est du Layer 2, enfin de l'ensemble des Layer 2, on va faire entre 50 000 et 1 million de transactions par seconde d'ici 5 ans. Donc on n'aura plus de problème de scalabilité sur Ethereum et ça continue d'évoluer à partir du 3 décembre. Est-ce que c'est bullish pour Ethereum à court terme? Je pense pas. Le passé nous montre qu'en fait, les mises à jour techniques d'Ethereum, depuis The Merge, le marché s'en bat les couilles. C'est-à-dire qu'avant 2022, mute ton micro, ça ne dérange pas Léo, effectivement, puisqu'on entend des petits bruits, je te dirai si jamais. Avant 2022, c'est-à-dire quand Ethereum était encore en Proof of Work, dès qu'il y avait une mise à jour d'Ethereum qui se profilait, le marché adorait et ça avait tendance à faire pumper Ethereum. Ça, c'est vrai. Mais à partir de la mise à jour de The Merge, qui était, je crois, en septembre 2022, en fait, ça n'a pas eu d'impact significatif sur le prix. Et depuis, en fait, chaque mise à jour technique d'Ethereum, le marché s'en tape les couilles. Il en a vraiment rien à branler. Donc, je vous dis vraiment, cette mise à jour qui arrive le 3 décembre n'est pas bearish, hein, c'est pas un signe négatif, mais en tout cas, c'est pas un signe qui devrait forcément changer l'activité sur Ethereum. En plus de ça, et ça, c'est un autre paradoxe spécifique à Ethereum, c'est que plus Ethereum se met à jour, plus il est rapide et performant. Plus il est rapide et performant, plus les frais baissent. Et comme les frais baissent, mais que le volume de transactions ne vient pas compenser la baisse des frais sur Ethereum, eh bien, Ethereum collecte moins de frais, ce qui fait moins de frais qui partent dans les poches des validateurs, et ça ne soutient pas non plus le prix. Là où on voit, du coup, ces logiques de buyback et compagnie, ou la spéculation sur les revenus, que ce soit sur Solana, sur Hyperliquid ou sur Pump, en fait, Ethereum n'augmente pas ses revenus, n'augmente pas ses frais, donc ça ne profite pas au prix d'Ethereum. Et ça, c'est un signal qui est assez triste. Je ne sais pas s'ils ont prévu de continuer à faire les choses comme ça, mais voilà, prenez bien ça en considération.
Ensuite, on a Western Union, qui est une grosse entreprise dans le paiement, qui choisit Solana pour son futur réseau de stablecoin. Alors, j'ai vu des rumeurs comme quoi c'est Solana Foundation qui aurait payé Western Union un gros ticket. C'est possible, mais en fait, c'est le jeu. Je vois pas où est le problème. En tout cas, Western Union, c'est un gros réseau, donc ça crédibilise un petit peu plus Solana par rapport à Ethereum sur ce terrain-là. On a Revolut qui lance une offre aussi pour convertir des dollars américains contre des stablecoins USDC ou USDT à un taux fixe sans frais à partir de cette semaine, visiblement. Et dans la foulée, ils ont un exchange qui est sorti avec des frais qui sont relativement bas. Donc Revolut, petit à petit, est un peu plus agressif sur sa stratégie crypto. Il paraît d'ailleurs que la majeure partie des vrais revenus de Revolut vient de la partie crypto, parce qu'à la base, Revolut, c'est un produit qui est sorti, qui était absolument révolutionnaire, mais qui ne faisait pas vraiment d'argent. Parce que quand vous ajoutez des fonds à Revolut via carte bancaire ou quoi, vous ne payez pas de frais. Donc en fait, les frais sont à la charge de Revolut. Donc ils ont été dans une campagne d'acquisition assez agressive pendant très très longtemps. Et c'est un peu la partie crypto... en fait, qui permet à Revolut de faire du fric. Donc, il est logique finalement que Revolut pousse plus la partie crypto à l'avenir. Voilà. Ensuite, la bourse de New York qui a lancé des ETF pour Solana, Hedera, Litecoin. Alors, spoiler, Hedera et Litecoin, zéro buzz. On n'est pas étonné, mais vraiment zéro volume, zéro buzz. Par contre, étrangement, j'avoue être surpris en tout cas, les ETF Solana s'en sortent très bien. Voilà, on peut voir justement sur cette page qu'ils ont de l'inflow un petit peu tous les jours, même si le marché cette semaine a été assez bearish. On peut voir des outflows sur Bitcoin et Ethereum qui sont assez agressifs. Donc ça veut dire quoi outflow? Ça veut dire que les gens vendent des ETF, ils sortent. Donc voilà, quasiment 1 milliard qui est sorti le 29 et le 30, 200 millions le 31. Pareil sur Ethereum, on a eu des sorties. Et sur Solana, il y a de la demande, il y a des entrées. Est-ce que ça va continuer? Je ne sais pas. Mais voilà. Alors, on pose la question, pour revenir sur Revolut, quel est leur intérêt de proposer des produits comme ça sans frais? Alors, bonne question. Si je devais supposer, je pense qu'en fait, si la loi leur autorise, ils peuvent faire joujou avec les fonds pour générer du rendement ou prêter des liquidités, et donc ils s'en sortent d'une autre façon comme ça. Mais j'en suis pas sûr. Moi, je pense que c'est du marketing, honnêtement. C'est de l'acquisition de clients, en fait. Parce qu'au final, tu peux ramener plein d'acteurs qui sont sérieux, etc. Et factuellement, avoir quasiment zéro frais entre l'USDT et l'USDC, c'est possible, je suppose, parce que si eux, ils peuvent minter et redeem des USDT et des USDC, ils peuvent s'en sortir pour quasiment pas de frais. Parce qu'en fait, quand tu es whitelisté par Tether ou par Circle, tu peux leur faire un virement en euros, recevoir des USDT ou des USDC et faire de même pour... ou leur envoyer du dollar et faire de même pour les retirer. Du coup, peut-être qu'ils passent par ce système de redeem d'une certaine manière, ou qu'ils ont un accord avec eux, ou peut-être qu'ils ont des market makers et des deals avec eux, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est un bon moyen pour eux de faire de l'acquisition. Et il y a une limite de 500K, je crois, de volume mensuel, je crois. Peut-être Alex, tu peux confirmer dans le chat, mais j'avais lu ça quelque part. On me demande dans le chat, ce Revolut ne permet pas d'envoyer ses cryptos vers d'autres exchanges. Je crois que si. En tout cas, tu peux faire des dépôts. Maintenant, tu peux. 100%. Maintenant, tu peux. J'ai vu dans l'app. Tu as un carnet d'adresses et je crois que tu peux envoyer des choses. Il me semble aussi, ouais. Ça a été ajouté après. C'est vrai qu'initialement, c'était des produits dérivés sur crypto. Maintenant, il y a des vrais cryptos. Voilà, on a ensuite Consensus qui prépare son entrée en bourse. Alors, pour faire très court, je comprends pas trop l'intérêt, personnellement. Surtout qu'apparemment, prendre ça avec des grosses pincettes, on parlerait d'une valorisation entre 6 et 8 milliards de dollars. Alors Consensus, c'est gros, on est d'accord. C'est MetaMask, c'est Linea, c'est une boîte de développement autour d'Ethereum. Mais 6 à 8 milliards de dollars pour ça, j'y crois pas. Enfin, pour moi, c'est un non-sens. Peut-être qu'ils ont une trésorerie de dingue. C'est possible, peut-être, c'est vrai. Mais je trouve ça fou. Je trouve ça vraiment fou. Ensuite, on a Nvidia qui... Continue, ta question. Vas-y. On a 8 Market Cap, du coup... je voulais pas mis le lien. Alors, pour ceux qui connaissent pas 8 Market Cap, c'est bien, tu peux voir les capitalisations des plus grosses actions, des plus gros actifs, etc. Nvidia a récemment, on est repassé en dessous, mais a récemment passé le cap des 5 000 milliards de dollars de capitalisation. Et c'est ce que je vous disais plus tôt, en fait. C'est que là, dans la course à l'impression monétaire, l'argent, il va où? Il va dans l'intelligence artificielle.
Parce que, bon, Apple, ils ont une IA, ça fonctionne en local, ils sont moins dans le délire des IA qui pompent des données dans tous les sens et tout. Hein, mais Nvidia, Microsoft, Google, c'est de l'IA. Ensuite, Amazon, tu as toute la partie Amazon AWS, Meta, Facebook. Là, Amazon, ils ont fait un deal avec OpenAI pour leur fournir des puces Nvidia. Je sais pas si tu as vu, ça fait faire un gap aussi à l'action. Donc, c'est aussi très IA maintenant. C'est techniquement, je suppose qu'il y a AWS qui doit bien tourner et en profiter. Bah, j'imagine. C'est pour ça, en fait, t'enlèves l'IA, on est en récession économique hardcore, tout le monde se tire dessus, c'est la folie. Mais voilà, on a le dopage à l'IA et c'est pour ça que les gouvernements forcent sur ça. Voilà, mais avec, bien sûr, techniquement, on dit sans l'IA, on serait dans cette situation-là, c'est vrai. Mais factuellement, c'est comme si on disait il y avait une révolution industrielle et on disait sans cette révolution industrielle, enfin, c'est genre il y a un changement, on a un changement de paradigme, quoi. C'est tellement une révolution. Après, est-ce que c'est une bulle? Est-ce que les gens y surestiment ou quoi? Franchement, je pourrais pas vous dire. Je suis pas un expert du sujet. Moi, j'ai juste buy des stocks et des ETF et ça se passe bien. Et voilà, j'ai l'impression que de toute façon, c'est un peu le Ponzi ultime. C'est une bulle, mais en fait, la bulle, elle peut durer longtemps. Hein. C'est comme Tesla. Tu peux dire, mais comment ça se fait qu'une boîte comme ça soit valorisée 1500 milliards alors que tu en as plein d'autres entreprises qui font des véhicules, ils vont faire des voitures volantes, Capet. Ils vont faire des voitures volantes, il l'a dit. Mais voilà, c'est le jeu, c'est que les États-Unis protègent leur business, leurs entreprises, et puis dans la foulée brident la concurrence. Quand je vous dis bride la concurrence, pour prendre l'exemple de Nvidia par exemple est obligé de vendre des puces bridées à la Chine. Alors du coup, la Chine, elle bypasse un petit peu les restrictions en faisant du business avec Singapour notamment. Hein. Mais voilà, y a toujours cette volonté de faire briller les entreprises américaines coûte que coûte et de mettre des petits bâtons chez les concurrents. Ensuite, donc, je vous disais juste avant qu'Ethereum a l'intention de scaler à mort son L1 et son L2. Bah, c'est pas moi qui le dis, hein, en fait. Hein, c'est directement les membres de la fondation. Et tu as un superbe article de Grosse Paille à ce sujet-là, où bah, si l'objectif c'est de faire x3 sur les performances, aussi bien sur le L1 que sur le L2 chaque année, bah, on peut avoir des performances exponentielles. Et comment on peut se permettre de dire qu'on va multiplier comme ça d'un coup les performances sur Ethereum? C'est parce qu'en fait, Ethereum va profondément changer courant 2026 ou début 2027 avec la mise à jour Glamsterdam, où en fait, aujourd'hui sur Ethereum, quand des nouveaux blocs de la blockchain sont construits, tu as tous les validateurs qui réexécutent ces blocs, qui en vérifient l'intégralité. Mais là, avec les améliorations en termes de technologie ZK, vous savez, le Zero Knowledge, bientôt, en fait, il y aura du ZK partout. Donc, on aura des super validateurs qui créeront des preuves ZK et des petits ordinateurs, des petits téléphones qui seront en capacité de vérifier les preuves. Donc du coup, on va pouvoir réduire drastiquement le besoin en bande passante, donc en connexion Internet, et en puissance de calcul pour les validateurs. Donc déjà, ça va réduire le besoin en matériel pour pouvoir vérifier des preuves, et ça va casser vraiment des barrières en termes de besoin en bande passante. Donc, Ethereum, qui est le seul Layer 1 designé pour la technologie ZK, c'est pas le cas de Solana, de Bitcoin, d'Hyperliquid, etc., va vraiment changer de paradigme à partir de fin 2026. Alors là, c'est encore une fois pareil. Est-ce que les gens vont comprendre? Est-ce que l'information va être pricée? Est-ce que ça va au-delà de la tech, changer l'usage des applications sur Ethereum? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, Ethereum, qui a pendant très longtemps patiné, arrive enfin à être ce super ordinateur décentralisé qui va être aussi hyper performant parce qu'on n'aura plus des blocs de 12 secondes, on aura des blocs de 4 secondes, voire moins, très rapidement, et on sera capable d'avoir des dizaines de milliers de transactions par seconde sur le L1 et des centaines de milliers de transactions par seconde sur le L2 dans les prochaines années. Si jamais vous voulez lire rapidement le white paper de MegaETH, il n'était pas facile à trouver, mais si jamais sur la fameuse page token.megaeth.com, dans la partie disclaimer, il y a Mika white paper, juste ici. Et on y apprend que du coup, le token Mega servira de gas token. En tout cas, il est dit, une fois que la fonction sera activée, Mega servira de gas token. Et il n'est pas dit explicitement qu'ETH servira de gas token, donc je pars du principe que ce sera Mega le gas token. On y apprend aussi dans ce document que quasiment 5000 Ethers sont dans la trésorerie de la fondation, donc ils ont une puissance financière de, bon ben non, l'Ether a baissé, hein, mais de 17 millions de dollars, je dirais, au cours actuel.
Donc, quand ils ont levé des fonds avec Echo et Sonar, ils se sont servis de ce pognon-là pour acheter le deal. Après, ils vendent pour beaucoup d'argent de tokens, là, donc ça devrait aller. Ouais, voilà. En plus de ça, ils vont pouvoir vendre du méga aussi, clairement. Donc, ils auront du pognon pour avancer pendant un paquet d'années. Voilà. Et petit bonus, alors vous en faites ce que vous voulez, mais on parlait tout à l'heure de farming d'airdrop. Polymarket qui va donc lancer un token. Alors, je ne sais pas sous quelles conditions, mais logiquement, ça Attends, mais je dis beaucoup. Ses utilisateurs. Mais il lève à une valorisation de 1 milliard et c'est 5% du supply, donc c'est ça. Attends, la répartition du token. Laisse-moi te retrouver ça. 5%, ouais. Voilà, 5% on a là. du supply. Foundation, écosystème réserve, 7,5. Team and Advisor. Ouais, ils vont prendre 50 M. Ouais. Voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas le KPI Staking Rewards, en fait, c'est une petite nouveauté avec Mega ETH. En gros, en fonction de certains KPI, c'est-à-dire de certaines données, par exemple la TVL, le nombre de transactions par seconde, si la latence est maintenue, que c'est stable, donc des KPI qui vont être définis. Il va y avoir des jetons qui vont être débloqués progressivement, et ces jetons vont être débloqués pour les gens qui stake du méga. Donc en fait, pour se donner une certaine utilité en plus du jeton de gaz, ils vont vraiment pousser les gens à acheter du méga et à le staker au moins 10 jours et idéalement 30 jours pour avoir des bonus pour débloquer du jeton. Le truc, c'est que ça va faire de l'inflation. Alors, est-ce que le prix va surperformer ce staking? Je sais pas. Bon, moi, ça me fait toujours peur, ces modèles de staker, parce qu'en fait, tu te dis, de toute façon, c'est bullish, je stake, tu restes bloqué 10 jours ou 30 jours, et puis le prix, ils font comme le sucre. Alors, tu as bien entendu le liquid staking en face, mais faites gaffe à ne pas vous retrouver dans une situation bloquante à cause du staking. On a beaucoup vu ça dans l'écosystème Cosmos, ou dans Berachain notamment, qui est une chaîne Cosmos. Voilà, donc ce que je voulais dire, oui, c'est que sur Polymarket, vous pouvez parier sur certaines données. Par exemple, est-ce que un jour après le lancement du jeton, la capitalisation sera supérieure à 2 milliards? Donc, à 78%, les gens votent que oui, à 23%, les gens votent que non. Il peut y avoir un play à jouer, surtout dans des périodes comme celle-là où le prix baisse, parce que même si tu te dis, bon, c'est sûr qu'on sera au-dessus des 2 milliards, là, on peut être à 23 centimes, mais peut-être que les gens vont commencer à buy, et au lieu d'être sur un 78-23, on va être sur un 70-30. Donc, si vous avez envie de farmer un peu l'airdrop, de prendre un peu de risque d'une façon différente de longuer ou shorter le jeton, Polymarket peut être un play intéressant. Voilà. Faites attention, c'est relativement illiquide, hein, parce que là, comme tu vois, genre, il faut juste 25 000 $ pour le faire pump jusqu'à 80 centimes. Donc, pour les petits portefeuilles, ça va, mais juste ayez conscience que c'est assez volatile, je suppose. Enfin, t'as le bouton graph d'ailleurs. Tu peux regarder d'ailleurs. Je suis intéressé de voir. Bon, ça reste assez proche, ouais. Ouais, moi, ce que je te disais, c'est que Arbitrum, c'est 3 milliards et genre les autres L2, c'est au-dessus. Et je vois pas pourquoi un méga ETH arriverait pas autour de ces chiffres-là. Après, peut-être que 2,5 ou 3. Je suis peut-être trop optimiste, je sais pas. À voir. Parce qu'après, il va y avoir de la pression vendeuse, évidemment. Non, ça me paraît pas déconnant, mais ça dépend beaucoup du momentum de marché. Et c'est vrai que le marché fait un peu tiep, quoi. Mais voilà, actuellement, on est sur 3,4 milliards de valorisation en pré-market. Voilà. Ensuite, on a Hyperliquid qui arrive sur OKEx. Je vous montre ça. Les petites news que je me suis notées de la semaine, voilà. Donc, Hyperliquid qui va être listé sur OKEx, donc listé sur Bybit, listé sur Bitpanda, listé sur OKEx, pas listé sur Binance. Ensuite, t'inquiète, on attend d'arriver et de flip Solana pour être listé sur Binance, ça arrive. On a du côté du volume de trading sur les perpdex, Lighter qui est en train de tout surclasser. Visiblement. Bon, il n'y a pas de frais déjà, ça aide évidemment, mais apparemment les gens sont assez satisfaits du produit. Ça spécule pas mal sur le futur airdrop, donc c'est intéressant à surveiller, en sachant qu'ils ont une grosse TVL, grosse TVL. Et du côté de Base, ce que je vous disais plus tôt, ils ont fait un petit communiqué pour dire que la Base, avant la mise à jour Ethereum, Fusaka va déjà doubler ses capacités. Et après la mise à jour Ethereum Fusaka, ils vont encore scale beaucoup plus. Donc, ils gardent en fait leur position de leader de l'activité sur Ethereum. Alors qu'ils n'ont pas de jetons et alors qu'ils sont toujours sur un séquenceur totalement centralisé. Donc, tu vois...
le Vitalik qui a fait son petit menaçant en mode ouais, on va pousser les gens à la décentralisation des séquenceurs, bah pour le moment on attend toujours, hein, parce qu'il n'y a pas un seul putain de Layer 2 qui est vraiment décentralisé. Il y a juste Arcnet qui a 3 séquenceurs, mais ça reste vraiment très limite. Alors après, c'est pas la même chose de séquencer, de décentraliser ces séquenceurs comme tu décentraliserais un Layer 1, mais tout de même, c'est pas terrible quand même. Et tu vois qu'au niveau de l'activité, c'est vraiment Base qui prend tout, hein. Le reste, il y a Peanuts. Voilà pour le fonda. Je voulais faire succinct. Je voulais pas y passer 15 jours. Comme ça fait une émission qui est pas trop longue. Est-ce que le chat a des questions? J'ai vu qu'ils parlent de privacy, etc. Je vois ils font parler... Enfin, ils parlent que de ça quasiment dans le chat. Enfin, il y en a pas mal qui en parlent. Ok. Ouais. Moi, j'avoue que je suis moins renseigné que Capet. Juste d'un prisme spéculation. Moi, honnêtement, j'ai pas regardé. J'ai pas assez suivi. J'ai vu qu'il y avait quelques trucs qui ont pump fortement. Honnêtement, en fait, j'arrive pas à y accorder énormément d'importance d'un point de vue spéculation, etc. Parce que j'ai un peu l'impression que c'est genre une hype court terme et que genre les mecs je pense que c'est une hype court terme. Avec les seuls trucs qui pump sur le marché, parce que tout le reste se fait casser la gueule. J'ai du mal à voir quelque chose genre en mode c'est vraiment la narrative des 6 prochains mois. Peut-être que je me trompe. Je crois que Vitalik et Ethereum vont quand même dans le sens de la privacy, etc. Donc, puis maintenant, on voit quand même... Enfin, je sais pas. Bah, en fait, c'est simple. C'est qu'au niveau de la privacy, moi, personnellement, mon chouchou, ça va être Monero. Mais en fait, Monero, c'est le vilain petit canard qui est délisté de partout. Donc, c'est pour ça que la cabale de Twitter a choisi que c'était Zcash à la place de Monero. Premier conseil, sincèrement, si vous avez vraiment envie de jouer... je préfère 100 fois acheter Zcash qui a déjà fait x10, enfin x9 depuis fin août, que d'acheter des bêta plays type Orizen, Firo, machin bidule truc, parce qu'en fait, c'est des bêta plays. Compliqué d'acheter un x10 dans tous les cas. Mais voilà. Après, Zcash, c'est ça. Acheter après un x10, ça fait vraiment chier. Et en plus de ça, acheter un x10 de Zcash, on souffle. Si vous êtes tenté d'acheter du Dash, parce qu'on parle du Dash dans le chat. Alors Dash, il faut bien comprendre que c'est Monero en moins bien. C'est en gros, tu as une crypto-monnaie qui a ce qu'on appelle des masternodes. En gros, tu as des gens qui ont des grosses quantités de Dash en staking, qui gèrent ce qu'on appelle des masternodes pour faire des transactions soit privées, soit rapides. Et le système de transaction privée, c'est un système d'obfuscation. C'est le même mécanisme que de Monero, mais en moins bien. Là, c'est juste que voilà, les gens, ils ont vu Dash pumper, donc ils se disent, bon, bah, si Dash, ils ont vu Zcash pumper, donc ils se disent, bah, après, Zcash, ça va être Dash, et ça va être Firo, et ça va être Pivix, ça va être machin. Ultra court terme pour moi. Pour moi, vraiment, à tout moment, ça se retourne et vous vous retrouvez, en fait, vous êtes l'exit liquidity de quelqu'un d'autre. Voilà. Mais pourquoi Zcash n'est pas ban alors que c'est encore plus anonyme que Monero? Alors, très bonne question, tout simplement parce que sur Monero, toute transaction est anonyme, alors que Zcash, tu as des transactions anonymes et des transactions qui ne sont pas anonymes, mais pour le dépôt sur les exchanges, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que tu es obligé de faire des transactions transparentes. Donc en fait, les exchanges jouent un peu avec le feu avec les régulateurs en disant, bah nous, de toute façon, c'est des transactions transparentes, donc on ne joue pas le terrain de l'anonymat. Si après les gens veulent sortir et faire des transactions shieldées, bon bah voilà, ils gèrent leur truc de leur côté. C'est ça le truc. Moi, Zcash... en fait, le prix parle de lui-même, quoi. Quand tu regardes ce qui s'est passé depuis 2017, c'est un cauchemar. Alors, c'est bien, ça pump en ce moment, mais moi j'arrive pas à y accorder de l'importance. J'y arrive vraiment pas. Ah oui, mais j'avais même pas vu le graphique. Oh mon Dieu. C'est quoi ce graphique-là? Wow. C'est un graphique de terroriste. C'est une dinguerie. Tu penses que ça cure le cancer ou pas? Zcash, ah bah, je sais pas si ça cure le cancer, mais ça peut le donner, hein, en tout cas. Je voyais qu'il y avait des gens qui parlaient un peu d'HL et de TradeXYZ, etc. Du coup, pour répondre à ça, du coup, Unit, c'est simple. C'est Unit, ils font la tokenisation des assets spot. Donc, ils apportent les assets spot sur HL. Et à côté de ça, ils ont développé une branche qui s'appelle TradeXYZ, qui est aussi un front-end, où là, eux, ils ont fait un HIP3. Donc, en gros, ils ont fait un DEX en surcouche de HL, sur lequel ils déploient des marchés perp qui sont assez nouveaux. Notamment, attends, je regarde la liste, mais il y a XYZ 100, qui est globalement l'US 100, qui est globalement le Nasdaq. Et ensuite, tu as Tesla, Nvidia, le Gold, Robinhood,
Intel et Palantir qui ont été achetés et que je pense qu'ils vont déployer prochainement. Si jamais vous êtes intéressé à vous exposer entre guillemets à la réussite de Unit, et encore une fois, on n'a aucune idée de s'il y aura un token, il n'y a pas de point, on n'en sait rien du tout. Mais si jamais que vous interagissiez via le front-end de TradeXYZ ou via le front-end de Hyperliquid, je pense pas que ça fasse vraiment de différence. Ce qui compte, c'est les assets avec lesquels vous interagissez, ou en tout cas les marchés, donc les active spots ou les marchés perp que je vous ai listés juste avant. Et c'est les mêmes frais. Et c'est les mêmes frais. De ce que j'ai lu, c'est deux fois les frais. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. En gros, ils font 50-50. C'est-à-dire que tu as les frais d'HL qui ne bougent pas. Et par-dessus, il y a Unit qui facture les mêmes frais. On parle ici des marchés perp via HIP3. Pour les assets spot, c'est différent encore. Mais oui, c'est trader BTC, USD, perp, ou ETH, USD, perp sur HL. C'est moins cher que trader XY100 ou Tesla ou Gold, par exemple. Pour information. Et dans tout cas, trader le spot aussi à côté, ce qui est totalement différent. Sur HL, via les assets de Unit, c'est plus cher parce que les frais de spot sont plus élevés sur HL. Alors, question que j'aime bien. Il y a un monde où les TGE à venir vont performer. Alors, pour ceux qui n'ont toujours pas compris ce que veut dire TGE, c'est Token Generation Event. En gros, c'est le jour de la sortie du jeton. Là, Mega ETH va sortir un jeton en janvier. Monad va peut-être sortir un jeton avant. Alors, les TGE, c'est très simple. Soit le marché veut absolument un projet à un instant T. Le TGE, il fonctionne bien comme c'était le cas avec Plasma, où tu vois, tout le monde voulait du Plasma parce que c'était un bêta play sur Tether, donc le TGE s'est bien passé. Autrement, ça dépend beaucoup du marché. C'est-à-dire que là, par exemple, aujourd'hui, le marché il pue des fesses. Donc, si un projet sort son jeton au moment où le marché pue des fesses, il est très probable que le TGE ne soit pas réussi, que la sortie, ce soit un dump horrible. Si à l'inverse, le marché est très bullish, et en général, le marché est très bullish quand tout monte en même temps, ou en tout cas que tu as des gros jetons qui montent, genre des Aster qui font des fois 10 en peu de temps, ou des Hyperliquid ou machin, les TGE montent. Parce qu'en fait, les gens, ils voient des profits, donc ils se disent, il va y avoir une rotation des capitaux qui vont aller sur ce TGE potentiellement, donc il y a des profits à faire. Donc ça dépend vraiment de la qualité du projet et à quel point les gens en veulent, et ça dépend vraiment du momentum, c'est-à-dire est-ce que le marché il est en bonne santé à un instant T ou pas. C'est pour ça que les projets, très souvent, ils attendent vraiment que le marché soit en très bonne santé pour dire « Ok, on sort le jeton là », pour profiter un maximum de l'instant présent. Honnêtement, je pense que tous les TGE qui vont sortir vont mal performer. Trop d'alcool, il y a trop peu de projets intéressants qui se différencient, qui ont du revenu, etc. Accumuler ou créer une base de revenus, et que ça prend du temps. Il y a peu de projets innovants, 0 to 1 qui sortent. Et puis en fait, même au-delà de ça, la découverte de prix, ou en tout cas l'appréciation du prix de ces tokens-là, elle se fait surtout pré-TGE. Et quand je dis elle se fait pré-TGE, elle se fait soit via les ICO, soit via des sales via Echo, soit via les VC, ou soit via les airdrops, d'une certaine manière, parce qu'en fait, vous avez juste un jeton et vous le recevez, et il se valorise directement super cher, et puis après, souvent, ça retombe. Donc, honnêtement, des tokens qui sortent et sur lesquels j'ai envie de buy au TGE, il y en a, je pense, aucun. Pareil. Franchement, je vois pas quel jeton j'achèterais au TGE actuellement. Bah, c'est surtout depuis la douche Plasma, quoi. Elle a refroidi du monde, la douche Plasma. Parce que si Plasma avait bien tenu, tu vois, en fait, c'est ça. C'est qu'on a eu Aster qui a extrêmement bien performé. Après, il y a eu Memecoin Season et tout. Les gens, ils étaient comme des oufs. Donc, ils se sont dit, putain, peut-être que we are so back. Voilà, il peut y avoir des profits sur les altcoins. Ils sont allés sur Plasma, ça a extrêmement bien performé au début. Et en fait, après, ils se sont fait doucher. Donc là, dans la tête des gens, qu'est-ce qu'ils se disent, les gens? Ils se disent, en fait, pourquoi je vais aller me faire démolir sur, par exemple, Monad ou Double Zero ou je sais pas quelle merde qui sort en ce moment, tu vois. Ben, ils ont juste pas envie. C'est pour ça que ça risque de pas performer. Mais si, par contre, effectivement, t'as le marché qui fait bougie verte sur bougie verte pendant des jours ou des semaines et que juste derrière, t'as un TGE, bah là, c'est le lavage de cerveau. En fait, les gens, ils oublient toute la souffrance d'avant et ça va être plus fort qu'eux, ils vont vouloir y aller fort. Donc, ça dépend vraiment du moment. De toute façon, les gens n'achètent plus au TGE. Les gens... Enfin, je vis sûrement dans un monde différent, peut-être. Mais je pense que dans le chat, peut-être vous achetez plus trop au TGE. Je pense que ce que vous faites la majorité du temps maintenant,
c'est farmer le projet avant en anticipation d'un airdrop et puis derrière avoir des jetons entre guillemets gratuits ou en tout cas modulo des frais que vous payez et puis vous essayez de vous y retrouver comme ça. Et peut-être quelques eco-rounds, donc via eco.xyz ou ce genre de choses, ou Fluffle ou Légion ou ces choses-là, mais c'est compliqué en fait. Il y a peu de projets intéressants qui étaient GE et pour ceux qui étaient GE, il encore faut-il que le token ait de l'intérêt et soit pertinent. Donc en fait, avoir un projet intéressant qui était GE avec des bonnes tokenomics, qui part du revenu typiquement ou ce genre de choses, c'est extrêmement rare. Et tout le reste, vous pouvez vous y exposer si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais vous prenez encore plus de risques parce qu'en fait, si les tokenomics sont mauvaises, que le projet est pas ouf et qu'il n'y a pas de revenus, vous mettez pas toutes les chances de votre côté. Après, ça n'empêche pas qu'il y a des trucs qui font x10, x20 sans revenus. On le voit avec Zcash, il y a des narratives et tout. Mais c'est juste que le marché, il est beaucoup plus compliqué qu'avant dans le sens où juste le marché ne pump pas en ligne droite actuellement. Et les narratives, je les trouve très étranges. C'est puant. Tout est puant. Mais tout est puant parce que c'est un cercle vicieux où, en fait, si tout le monde fait des sous dans les altcoins, tout le monde a envie d'investir dans les altcoins. Si tout le monde fait des sous sur les meme coins, tout le monde a envie d'investir dans les meme coins. Si les airdrops Perpdex, ça paye comme Hyperliquid, les gens vont vouloir farmer des airdrops. Mais là, actuellement, en fait, à part Bitcoin, tu fais de l'argent où dans les alts, tu vois ? Tout le monde s'est fait démolir, à quelques exceptions près. En fait, ce qui est compliqué, c'est que souvent, les bonnes narratives, faut se placer vraiment en avant pour les capturer. Genre, typiquement, HL. Genre, quand on farmait HL et que j'étais à fond, et que Poulpe aussi, et que d'autres gars du CT aussi, et que vraiment, même Petit Prince et d'autres, on n'était pas du tout dans un délire de narrative d'expert. Hein. On était juste dans le délire, le produit est cool, la team est incroyable, il se passe quelque chose. Mais on n'était pas en anticipation de cette narrative-là. Et au final, une fois qu'il y a eu l'airdrop, et puis une fois qu'il y a eu le succès, etc., la narrative s'est créée, tout le monde ça commence à se mettre dessus. Et j'ai presque tendance à dire que c'est presque trop tard, quoi. Enfin, c'est le moment où tout le monde s'y intéresse. C'est jamais trop tard, mais l'upside, donc le potentiel de gain, est beaucoup plus réduit, voire il y a un potentiel de perte. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ces choses-là. Après, je pense que dans le chat, vous êtes des grands, pour la plupart, vous êtes sûrement plus vieux que moi. Donc vous savez quoi faire. Mais c'est le genre de choses qu'il faut considérer. Ouais. Et je pense que globalement, je pense que ce qu'on nous a montré récemment en crypto, c'est que juste le fait d'être actif en crypto, d'utiliser des projets, de tester des choses, etc., en vrai, ça vous récompense. On le voit même dans les critères de monade, même d'éligibilité méga ETH à gauche à droite, et puis TGE de lui et puis TGE de là. Souvent, ils airdropent des communautés, ils airdropent des utilisateurs qui sont actifs sur certains protocoles parce qu'ils ont envie de cibler des gens qui peuvent les intéresser. Il est target, quoi. Il les cible. Donc, je pense que juste rester curieux, tester des choses, et pas mal de choses, ça va vous permettre de voir ce qui se différencie. Et après, quand vous voyez un truc qui est assez différent du reste, là, ça peut vous donner envie. Moi honnêtement, pour moi, le plus gros upside de loin, c'est Hyperliquid et Trade XYZ, parce que pour moi, c'est les trucs les plus innovants et c'est les teams dans lesquels j'ai le plus de confiance dans leur capacité à développer des choses qui changent l'écosystème crypto et en même temps qui dégagent beaucoup de revenus. Et qui font du fric, ouais. C'est ça. Et au final, il y a plein de trucs qui sont intéressants, mais sur lesquels tu peux même pas spéculer. Tether, on peut pas vraiment spéculer dessus. Des gens ont essayé de le faire via un bêta XPL comme moi, et au final, je pense que la majorité des gens se sont retrouvés à perdre de l'argent. L'action Circle, Circle, moi honnêtement, c'est pas trop ce sur quoi j'ai envie de parier. J'ai plutôt envie de parier sur Tether, mais il avait une valo de zinzin maintenant, et puis on peut pas. Enfin, c'est compliqué. Donc difficile. Il y a quelqu'un qui me parle des options, parce qu'en fait, du coup, tout le monde s'est mis en mode d'expert, et du coup, parce que d'expert, du coup, les mecs sont en mode, allez, c'est quoi le prochain truc? C'est des options. En vrai, les options en crypto, ça a quasiment jamais pris. Jamais pris. J'abuse de malade, dans le sens où tu as Deribit et quelques plateformes initiatives qui sont intéressantes. Mais c'est pas... Le produit que tout le monde a envie d'utiliser, c'est les perps. Et c'est ça qui représente le plus l'envie des gens de spéculer sur l'évolution du prix. Après, les options
fondamentalement, c'est des outils qui sont très cool, tu vois. Notamment pour se couvrir, pour développer des stratégies. Genre, c'est pas à jeter. Je dis pas que les options, c'est de la merde. J'ai juste que historiquement, en crypto, c'est compliqué. Et comme le dit quelqu'un dans le chat, on est trop gambler pour les options. Et au final, les options, elles marchent où? Elles marchent du côté TradFi et acteurs plus sophistiqués. Et ces acteurs-là, ils se retrouvent à utiliser genre le CME, genre Deribit, des plateformes KYC, Clean, etc. quoi. Alors peut-être qu'à terme, il y a des options qui vont se développer et que genre ça va prendre peut-être sur HL, tu vois, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui parle des projets pré-IPO. Je pense que tu parles de Ventures. Moi, j'adore le concept. Je sais juste pas à quel point il y aura je sais juste pas à quel point il y aura de la liquidité. Parce qu'encore une fois, comme je l'explique, au-delà de l'interface, des outils pour placer des ordres, trader, etc., la force de ces produits-là et de ces marchés-là, c'est la liquidité. Si t'as pas de liquidité, le produit est mauvais, factuellement. C'est quand tu arrives sur une charte et qu'il n'y a pas de liquidité, tu in pas, en fait. Et donc la question, c'est est-ce que Ventures vont être en capacité d'offrir ce genre de choses? Et est-ce que Ventures vont pas juste se faire disrupt par TradeXYZ et Unit, ce qui n'est pas impossible. Surtout que je vois Unit et TradeXYZ comme quelque chose qui est beaucoup plus difficilement remplaçable que Ventures. Après, Ventures, je leur souhaite le meilleur parce qu'ils font quelque chose d'assez innovant. Mais je reste, pour être gentil, très sceptique pour le moment. Alors moi, je mets un message et je suis désolé parce que je fais pas souvent ça. Je fais pas souvent le mec. Mais ce message, je peux pas le laisser passer et faire genre on n'a pas vu. Je peux pas faire le mort. C'est pourquoi miser sur Atom et ICP. Alors, ça s'adresse à tout le monde. C'est pas pour se moquer d'Aurélien. Le délire de tout le monde a tort, moi j'ai raison en crypto, ça paye tellement rarement. Ça peut payer, hein, mais ça paye tellement rarement. Aujourd'hui, faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec ça. Ou alors sur les meme coins à la limite, mais factuellement, le jeton Atom ne sert à rien aujourd'hui. Il sert à rien. Il sert pas à exécuter des smart contracts. Il sert pas à sécuriser des grandes chaînes souveraines parce qu'en fait, la capitalisation d'Atom, elle est toute caca et que les chaînes souveraines, elles s'en sortent très bien toutes seules. Les Osmosis, les Noble. Le jeton Atom sert à que dalle. Vous croquez même pas d'airdrop. C'est de la merde. Et ICP survit parce que historiquement, ils avaient une aura de malade, qu'ils ont levé un pognon monstre, donc ils font des partenariats par-ci par-là, donc ils existent dans les conférences, ils arrivent à payer de la presse, etc. Mais personne n'utilise ICP factuellement, personne. Il y a peut-être une boîte par-ci par-là, mais il n'y a absolument personne qui l'utilise. Donc en fait, faut arrêter avec ces merdes-là. Je te dis ça avec tout le respect. Il y a BTC, il y a ETH, il y a des trucs qui sont beaucoup plus intéressants. Si tu as envie de jouer le gambler, eh ben, fais un levier sur BTC ETH, mais non, fais pas de levier sur BTC ETH, tu sais pas utiliser, mais juste arrêtez de vous enquiquiner avec ces altcoins de merde en fait. Vous faites souffrir pour rien les gars, je vous le dis sincèrement. Je vois que quelqu'un parle de l'ADL. L'auto-deleveraging, c'est quelque chose qu'il y a sur tous les exchanges. Donc, ce qui s'est passé sur Hyperliquid, ça s'est passé aussi sur Binance, typiquement, et plein d'autres plateformes. Donc, mais oui, je suis d'accord qu'évidemment, il y a des gens à qui ça a porté préjudice, mais c'est des moyens de protéger la solvabilité de l'exchange. C'est ce que fait Binance, c'est ce que fait les BitGet, les Bybit, ils ont tous ça. La différence entre Hyperliquid et les autres plateformes, c'est que Hyperliquid n'a pas de fonds d'assurance. Hyperliquid a un assistance fund qui fait que racheter du hype, mais n'a pas de fonds d'assurance qui sert vraiment à protéger les users. Mais moi, de la discussion que j'ai eue avec Jeff, sa vision d'une certaine manière, c'est que le HLP remplit d'une certaine manière ce rôle, dans le sens où le HLP, il se positionne pour absorber les liquidations quand il y a des gros événements de liquidation. Et du coup, en gros, c'est une sorte de mesure pour limiter au maximum l'ADL. Donc, en gros, s'il n'y avait pas le HLP, il y aurait eu encore plus d'ADL. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de fonds d'assurance, comme sur BitMEX, qui a un fonds d'assurance qui est titanesque, comme Binance, etc. Donc, à mon sens, c'est un défaut. Après, le problème, c'est qu'il faut un fonds d'assurance qui est tellement costaud pour absorber ces choses-là que voilà. Donc, je pense que HL ont pris la décision de le faire via le HLP. Le problème, c'est que si les gens ne croient plus en HLP et retirent des sous, bah, du coup, ça veut dire que les users sont moins protégés et sont plus à même à avoir de l'ADL dans ce genre de cas. Donc, c'est un sujet qui est compliqué, honnêtement. Je pense qu'ils auraient aimé avoir un fonds d'assurance titanesque. Le problème, c'est qu'ils ont fait le choix de
tout miser sur l'utilisation du revenu pour le token, ce qui est quelque chose de très positif, mais ce qui est moins bon dans des cas extrêmes comme celui-ci, à mon sens. Mais encore une fois, j'ai pas build un exchange ou un DEX perf, donc c'est compliqué de se mettre à leur place et de savoir ce qui est faisable, ce qui est pas faisable et ce qui est réaliste. Écoute, on est pas mal hein, au niveau des questions, je pense. En vrai, on est Clairement. pas mal. Donc, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, vous avez bien entendu le petit QR code si vous voulez essayer Bitpanda. Vous avez le lien aussi en description, en commentaire épinglé. J'espère que cette émission vous aura plu. Vous avez le timecode si vous voulez sauter sur des moments précis de l'émission. Vous pouvez vous abonner à la chaîne de Coin Academy. Vous avez j'ai pris des bras, ouais, c'est vrai. Vous avez tout ce qu'il faut. On se retrouve cette semaine sur Twitch de mon côté. Je reprends les lives bien comme il faut. Et puis, pour conclure, le marché, il est comment ? Je suis pas devin, mais moi, je pense qu'on se prend une petite secouée pour dégoûter les gens, mais qu'on va repartir comme en 40 dans les jours ou les semaines qui vont arriver. C'est ce que je pense, perso. Je pense pas qu'on est en top et qu'on va partir en bear market violent, mais je peux me tromper. J'espère. Ouais. J'espère. Moi, d'ailleurs, tout à l'heure, il y a des ordres qui ont été faits chez moi sur Hype, dans la zone que je regardais. Donc, voilà. Les cierges sont allumés. Je vais faire mes prières matin, midi et soir. On prie. Bon, après, j'avais vraiment un bon point d'entrée, mais il va falloir que BTC, ETH tiennent, sinon ça va être compliqué pour Hype et pour tout le reste. Et sur ces 12 mots, prenez soin de vous. Essayez de toujours être curieux, tester des choses. Il y a quand même beaucoup de moyens de faire de l'argent en crypto sans trop se mouiller ou prendre trop de risques. Rien qu'avec les farming d'airdrop, le fait de tester des apps, faire partie de communautés, tester des choses assez tôt, etc. Donc il n'y a pas que le trading, il n'y a pas que l'investissement. Il y a aussi le fait de tester des produits et de travailler dans des boîtes qui développent des produits ou des protocoles et des communautés. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas trop de sous ou que vous voyez beaucoup de potentiel, n'hésitez pas à le faire. À mon sens, c'est un bon moyen pour se constituer un capital. Il y a Pasher qui fait pas mal de contenu à ce sujet-là. Nous-mêmes, on a une section airdrop pour ceux qui s'intéressent sur le site de Coin Academy. Et puis voilà, franchement, ne prenez pas de risques trop abusés. Aussi, essayez de vous intéresser à la TradFi. Ouais, je suis loin d'être un expert, mais c'est le fait de m'être intéressé aux ETF, aux actions et toutes ces choses-là aussi qui m'ont permis de réaliser un bon cycle et d'avoir une vision plus complète. Encore une fois, on a beaucoup à apprendre, moi le premier. Mais voilà, je pense que être assez curieux, regarder autour, c'est cool. Et sur ces 12 mots, encore une fois, prenez soin de vous. On se retrouve vite. C'était Capet et Picsou. À la prochaine. Ciao tout le monde, merci pour tout.